Oui, bonjour à tous. Alors, nous reprenons, je crois que c'est le quatrième émission sur Lumière commune de Georges Gastaud. On a comme, donc voilà, je présente le livre à l'écran. Nous sommes toujours dans la lecture du tome 1 qui s'appelle Philosophie et matérialisme dialectique. Grosso modo, on suit une lecture correspondant à peu près au chapitre de ce livre. Il y en a quatre, hein, quatre grands chapitres dans ce livre. J'avais annoncé qu'on passerait au chapitre 4. On s'est rendu compte qu'on est passé un petit peu vite la dernière fois sur le chapitre 3, notamment parce qu'on avait réconcilié dans l'épisode précédent la logique et l'être. Et on avait assez peu parlé finalement de dialectique, au sens qu'on n'avait pas encore réconcilié ce qu'on va faire aujourd'hui, la raison et le temps. Donc, de toute façon, nous avons annoncé aussi que on ne suivrait pas forcément tout le temps ce plan, disons, cet ordre logique des chapitres, mais on reviendra aussi peut-être sur d'autres, avant de laisser le livre 1 et de passer au livre 2, peut-être dans 2 ou 3 émissions. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez, si vous avez le livre et que vous voulez suivre, nous sommes dans la partie B du chapitre 3, où nous allons tant à l'identité logique de la dialectique comme pensée logique d'une identité mobile. Et il me semble qu'on commençait, je pense, par Héraclite, hein, pour remonter en fait à une conception qui est déjà dialectique, qui est déjà matérialiste, mais dans laquelle il n'y a pas encore tout le marxisme. C'est bien ça. Comment est-ce qu'on va revenir ou arriver au marxisme de Héraclite à Marx en passant par la révolution copernicienne et différents avatars. Donc, bah, écoute, bonjour à toi, Georges. Et Bonjour peut-être, Eric. j'ai pas forcément problématisé, ou alors dire la problématique est tellement importante. Voilà, réconcilier la raison et le temps. Donc, Oui, ah oui, c'est très ambitieux, c'est vrai. Mais bon, on ne fait pas de philosophie sans une ambition pour la raison. Et donc, en réalité, je pose ici un problème qui traverse toute l'histoire de la philosophie. Et bien entendu, si vous voulez, ça serait totalement arbitraire que de croire que bon, le marxisme sort une solution à ce problème de son chapeau. Si cette solution peut sortir du chapeau du marxisme, c'est parce qu'elle y est entrée. Et elle y est entrée à travers une histoire qui est celle de la philosophie. Le marxisme n'est pas étranger à l'histoire de la philosophie. Il vient en quelque sorte, de mon point de vue, en tout cas, la couronner, de même que le matérialisme dialectique n'est pas une invention pure et simple de Marx et d'Engels, mais le résultat logique d'une histoire de la logique, si l'on peut dire. Et donc, en fait, il faut partir des anciens, il faut partir des présocratiques, et notamment du choc dans l'Antiquité entre le courant dit mobiliste d'Héraclite, le mobilisme du mot mobile, donc qui renvoie au changement, au mouvement, et qui s'oppose à l'immobilisme, si l'on peut dire, mais pas au sens évidemment pratique, au sens théorique, de Parménide. Parménide, qui est le chef de file du courant dit des Éléates, de la ville d'Élée, dont le personnage peut-être le plus connu, puisque Parménide lui-même était un de ses disciples, Zénon d'Élée, dont a parlé Paul Valéry dans un poème célèbre. Et donc, effectivement, le mobilisme d'Héraclite consiste à dire que tout change, pantarei en grec, tout change, rien ne reste. Et on connaît tous sa phrase célèbre sur on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. tout cool, ouais, tout cool. Et tout au contraire, Parménide va démontrer que ce n'est pas possible que tout change. Ce n'est pas possible que tout s'écoule tout le temps, parce que si c'était le cas, eh bien, c'est là que la contradiction va faire son entrée par l'intermédiaire de quelqu'un qui va la nier. C'est assez magnifique, je trouve. C'est-à-dire que ça serait contradictoire. Si tout changeait, ça serait contradictoire, effectivement, car cela voudrait dire que l'être n'est pas l'être, mais qu'il est aussi le non-être. En effet, si l'être change, c'est qu'il devient. Et que peut devenir l'être s'il devient, sinon le non-être? Puisque devenir, c'est bien passer de ce qu'on est à ce qu'on n'est pas. Et donc, que peut être d'autre, l'être, que le non-être, que le néant? Et donc, Parménide nous explique que il est impossible que l'être ne soit pas, il est impossible que le néant soit. Et donc là, il met le doigt sur le principe fondamental de la logique, qui est le principe de non-contradiction. A égale A n'égale pas, ou A est différent de non-A. Voilà. Et donc, du coup, ce principe lui semble interdire la contradiction. Lui semblant interdire la contradiction, eh bien, cela rend aussi impossible le devenir. Et du coup, Parménide va aboutir à ce qu'on appelle la pensée métaphysique, une pensée métaphysique
qui consiste à dire que l'être véritable ne change pas, que le changement, le devenir ne sont que des illusions, que des apparences. D'où les fameux paradoxes de Zénon d'Élée, qui va évidemment prouver de différentes façons, d'ailleurs assez amusantes, que le mouvement n'est qu'une illusion, que la flèche reste immobile en plein vol, comme dit Paul Valéry, et autres paradoxes de ce genre. Tu dis prouver, mais en même temps, dans ton livre, tu dis que ce sont des sophismes. Certes, alors, à mon avis, il y a un sophisme chez Zénon d'Élée, qui est le sophisme de Achille et la tortue. C'est-à-dire que là, effectivement, mathématiquement, on pourrait montrer que la démonstration de Zénon est fautive. Mais sur sa visée générale, non, ce n'est pas un sophisme, effectivement. Il ne s'agit pas de sophisme globalement, puisque bel et bien, si l'on peut dire, il y a nécessité, quand on parle du changement, du mouvement, d'introduire d'une manière ou d'une autre l'existence réelle de la contradiction, le fait que la contradiction existe réellement. C'est assez, si on prend les choses d'une façon simple, on voit bien que lorsqu'une flèche se déplace entre l'archer et la cible, il faut bien qu'à un moment infinitésimal, eh bien, la flèche soit en mouvement. Et si elle est en mouvement, ça veut dire qu'elle est justement à la fois là où elle est et là où elle n'est pas, ou là où elle n'est pas encore. Qu'elle ne soit déjà plus totalement dans l'endroit où elle est, qu'elle soit déjà en partie dans l'endroit où elle n'est pas encore. Donc, sinon, elle ne serait pas en mouvement. Il n'y a qu'à penser à une photo, si vous voulez, si tu veux, plutôt j'ai tendance à tout vous voyez comme ça. Mais, donc, c'est tout simplement ce qu'on voit lorsqu'une photo est faite d'une chose en mouvement. On voit qu'elle est floue. Hein, il y a du flou. Là où c'est flou, c'est pas qu'il y a un loup, c'est qu'il y a une contradiction quelque part. Donc, il y a à traiter cette question qui est que ou bien on est dans la logique, mais la logique proscrit le mouvement, ou bien on accepte le mouvement, mais le mouvement rejette la logique. Et tout l'enjeu de la pensée dialectique va être au contraire de montrer qu'il faut penser le mouvement de façon logique, et donc en intégrant d'une certaine façon la contradiction. Il faut faire la part du feu. C'est un peu comme les pompiers quand ils combattent le feu, ils allument des contre-feux. Eh bien, le contre-feu de l'exclusion mutuelle entre le mouvement et la logique, ça sera justement la pensée dialectique. Alors, dans l'Antiquité, pour l'essentiel, à grands traits, naturellement, parce qu'on n'a pas le temps ici de détailler les choses, mais à mon avis, c'est Aristote qui va apporter une réponse à cette question et qui va introduire de façon réglée, de façon logique, le mouvement dans la logique et la logique dans le mouvement. Globalement, la solution d'Aristote, ce sera celle de ce qu'on appelle le finalisme, c'est-à-dire que dans une chose, il y a déjà la réalisation de ce qu'elle n'est pas, parce qu'elle contient en elle-même sa propre fin. Pour le comprendre, il faut partir d'un exemple assez simple. Aristote est un zoologiste, un botaniste, il s'intéresse aux êtres vivants. Il est à la fois l'un des fondateurs de la logique au sens moderne du mot, même on peut le dire, et le grand fondateur antique de la biologie, et surtout de la zoologie, de la botanique. Et donc, il repère bien que, par exemple, les insectes ou les batraciens connaissent ce qu'on appelle les métamorphoses. Est-ce qu'un tétard est une grenouille? Oui et non. Oui et non. On est bien obligé de dire oui et non, quelque part. Il est une grenouille, puisque, évidemment, le tétard, quand il va se développer, ne va pas donner un corbeau ou un éléphant. Il va bel et bien donner une grenouille. La grenouille, c'est, nous dit Aristote, le tétard en acte. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est déployé et lorsqu'il s'est en quelque sorte mis en activité, lorsque ce qu'on appellerait aujourd'hui, je fais volontairement un anachronisme, son programme génétique s'est déployé, eh bien, le tétard est devenu grenouille. Mais en même temps, le tétard n'est pas une grenouille, puisque la grenouille respire dans l'air, que c'est un quadrupède, enfin, elle a quatre membres développés et elle se déploie sur le sol, alors que le tétard a tout encore du poisson, quelque part. Il a des branchies, etc., etc. Donc, il y a ici le déploiement d'une finalité, c'est-à-dire qu'au fond, la visée présente dans l'être se déploie. Et c'est pour ça que toute la philosophie d'Aristote, qui réintègre majestueusement, si on peut dire, la contradiction, enfin, plus exactement, qui réintègre le mouvement dans la logique et la logique dans le mouvement, grâce à cette distinction principalement de l'acte et de la puissance, va déboucher sur un finalisme. Toute la nature répond à une sorte de finalité globale et son mouvement est tiré par Dieu. Dieu, c'est l'être dans lequel il n'y a que de l'acte. Il n'y a pas de puissance en Dieu.
tout est accompli en Dieu. L'acte est parfait. Et donc, dans cet acte parfait, effectivement, le monde trouve sa finalité suprême. Notons bien que ce n'est pas un Dieu, d'ailleurs, au passage, il faut le dire, ce n'est pas un Dieu religieux, si vous voulez. Ce n'est pas un Dieu qui va décider de l'avenir du monde comme une providence, etc. Dieu est indifférent au monde. Dieu se pense lui-même, c'est déjà pas mal. Et donc, la nature aspire vers Dieu, conspire vers Dieu quelque part. Bien. Et c'est-à-dire qu'il plaque un peu la biologie sur la physique, en fait. Il y a le même finalisme qu'on voit dans les espèces qui est plaqué sur l'ensemble du cosmos. Alors, c'est ça, effectivement, c'est ce qui, comment dirais-je, la solution aristotélicienne réconcilie la logique et le mouvement, mais ça se paye par une exclusion du matérialisme, au fond. Ça se paye par le fait que, au fond, eh bien, toute la nature se pense à travers la visée de Dieu, l'aspiration vers Dieu, vers la finalité suprême. Ce n'est pas pour rien qu'ensuite, évidemment, au Moyen-Âge, des théologiens de premier plan comme saint Thomas d'Aquin récupéreront la philosophie d'Aristote pour donner à la philosophie chrétienne une assise solide, rationnelle, etc., qui puisse s'enseigner dans les écoles, fortement. Même s'il y avait eu avant Aristote, évidemment, de grands scholasticiens. Mais bon, cette solution d'Aristote va elle-même entrer en crise. Et elle va entrer en crise. Avant qu'on fasse la crise d'Aristote, peut-être il faut bien dire qu'il a apporté le principe de non-contradiction comme réponse première à Héraclite, le livre Gamma de la métaphysique. Peut-être expliquer aussi déjà, faut pas confondre, comme tu dis, c'est une interprétation moderne de parler de Parménide comme métaphysicien, mais le terme métaphysique naît avec Aristote, parce qu'en fait c'est un livre où on ne savait pas du tout, sa métaphysica, ça venait après la physique, on ne savait pas où le mettre. Et quand on dit que Parménide c'est une interprétation métaphysique, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui pour parler de ça. C'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, oui. Et c'est vrai que donc, le livre Gamma de la métaphysique, donc, Aristote condamne en fait quelque part instaure le principe de non-contradiction, qui est une forme de condamnation de la dialectique, mais en même temps récupère le mouvement par le finalisme. C'est ça, oui, il introduit le principe de non-contradiction, je dirais plutôt comme ça, en disant donc il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas au même sujet en même temps et sous le même rapport. Voilà, en même temps sous le même rapport est important. Mais bon, quand on dit en même temps, du coup, ça fait bel et bien apparaître, ça montre le bout du nez, ça montre que la question du temps n'est pas proscrite. Ça montre surtout qu'il y a pensée métaphysique au sens conceptuel du terme, pas au sens historique en effet, puisque le mot métaphysique et même l'idée d'une pensée métaphysique ou d'un mode de pensée métaphysique, ça apparaît surtout avec Hegel, finalement. Donc, c'est beaucoup plus tardif. Mais j'entends par pensée métaphysique le fait que, ne voulant pas accepter la contradiction dans le monde sensible ou matériel, on va chercher l'être qui est sans contradiction à l'extérieur du monde sensible et matériel. Donc, métataphysica, en jouant sur les choses, au-delà de la nature. Et il y a donc un lien direct entre le mode de pensée métaphysique, je ne veux pas de contradiction dans les choses, j'ai de la tendresse pour les choses, je ne veux pas qu'elles se contredisent, et c'est seulement ma pensée fautive qui va se contredire. Et du coup, eh bien, l'être véritable est métataphysica, au-delà de la réalité. Et qu'est-ce que c'est qu'un être sans contradiction, donc parfait? Qu'est-ce que c'est qu'un être parfait? Un être parfait, c'est un être qui correspond absolument à sa définition, à son essence. Eh bien, cet être parfait qui correspond parfaitement à sa définition et qui est hors du devenir sensible et matériel, évidemment, ça ne peut être que Dieu, d'une manière ou d'une autre. Donc, de la pensée, du mode de pensée métaphysique à la pensée métaphysique, c'est-à-dire à l'idée que la vérité ne se trouve pas dans le monde véritable, mais dans le monde matériel ou sensible, mais dans le monde intelligible. On trouve ça chez Platon, la distinction du sensible et de l'intelligible, eh bien, c'est la pensée métaphysique. Bon, cette pensée métaphysique, chez Aristote, elle est en quelque sorte assouplie. Elle est passée à l'assouplissant de la finalité, si l'on peut dire, quelque part. Et donc, effectivement, chez Aristote, il y a bien du mouvement dans la nature. Il accepte qu'il y ait du mouvement dans la nature. Ce mouvement, c'est celui qui permet aux êtres naturels d'accomplir leur finalité, d'accomplir leur programme, en quelque sorte, et de se déployer de la puissance à l'acte. Et donc, c'est comme ça que, du coup, la physique d'Aristote va être, en quelque sorte, plombée, quelque part,
par cette vision finaliste des choses, puisqu'il faut absolument, pour comprendre le monde physique, projeter sur lui des fins, faire comme s'il réalisait tout le temps des fins. C'est là, effectivement, que cette pensée finaliste, qui fonctionnait pas mal, hein, qui a permis effectivement à la science antique de se déployer dans une certaine mesure, et donc de comprendre pourquoi les papillons sont aussi des chenilles, quelque part, eh bien, va entrer en crise lorsqu'il y aura effectivement au XVIIe siècle la révolution copernicienne. C'est là que la philosophie va être fondamentalement relancée, que bon, la solution d'Aristote va être, disons, fortement contestée. Le héros de cette contestation, c'est Descartes. Hein, c'est la grande pensée mécaniste de Descartes. Descartes, lui, va découvrir que il y a dans l'être matériel, dans l'être sensible, dans l'étendue, ce qu'il appelle l'étendue, eh bien qu'il y a uniquement des actions mécaniques, des actions qui relèvent pour finir, pour l'essentiel, de la loi du choc. Oui, parce que sinon, selon Aristote, il y a un lieu naturel pour les choses. C'est pour ça qu'il Voilà, accompagne c'est ça, c'est ça. comme ça qu'il explique la pesanteur. C'est ça, c'est ça. Alors, on peut partir de Descartes, on peut partir de Galilée, tout bonnement, puisque c'est la même révolution. La révolution copernicienne, elle est aussi galiléenne et cartésienne. On pourrait l'appeler, à mon avis, ou C'est pour ça pascalienne. que tu disais XVIIe siècle, mais en fait, c'est tout ce mouvement du XVIe et du C'est tout XVIIe ce qui mouvement culmine. du XVIIe siècle qui va découvrir tout simplement que, par exemple, la loi de la chute des corps chez Galilée. La loi de la chute des corps chez Galilée, c'est là qu'on voit l'importance de l'histoire des sciences en philosophie et vice-versa de la philosophie dans l'histoire des sciences. La loi de la chute des corps va nous montrer qu'effectivement, il n'y a pas, en quelque sorte, ce que pouvait penser Aristote, c'est-à-dire de finalité dans la nature non vivante. Le non-vivant ne connaît pas la finalité, il n'y a pas de lieu naturel. Et par exemple, Aristote pouvait penser qu'il y avait des corps dont le lieu naturel, donc la finalité, était le bas, et des corps dont le lieu naturel, dont la finalité était le haut. Par exemple, le feu a tendance à aller vers le haut. Son lieu naturel, voir le soleil, c'est le haut. Et la pierre, au contraire, son lieu naturel, c'est le bas. Si vous lâchez la pierre, elle galope vers l'écurie, si l'on peut dire, c'est-à-dire vers le sol, quelque part. Or, ce que va montrer Galilée, et c'est ça qui est très bizarre et très choquant, c'est finalement que la plume, comme la pierre, sont sujettes à la même loi de chute des corps. Et que la plume aussi regagne l'écurie, plus exactement le poulailler, si l'on veut, et donc rejoint le sol, quelque part. Donc, il n'y a pas de finalité dans le monde sensible. Et c'est pour cela que, du coup, chez Descartes, le monde sensible devient l'objet de notre travail, de notre technique, devient ce lieu dont nous devons nous rendre maîtres par la technique et par le travail, maître et possesseur de la nature. Voilà, au fond, la finalité du discours de la méthode. Ça, c'est le but qu'il prenne. Parce qu'à l'homme, et ça change le rapport, ça change complètement le regard et le rapport que l'homme peut avoir à la nature. Mais donc, du coup, la métaphysique est complètement relancée au XVIIe siècle, puisque si l'immense cathédrale conceptuelle qui était la pensée d'Aristote s'écroule, peut-être derrière elle aussi celle de Platon qui a été le maître d'Aristote, même si Aristote avait dépassé Platon quelque part. Bon, si donc en gros les deux maîtres de l'Antiquité, Platon et Aristote, sont en quelque sorte périmés par la révolution copernicienne, je dis ça un peu à la louche et en allant vite, hein, parce que Galilée se pensait comme néoplatonicien ou platonicien, à travers une interprétation sans doute assez fautive de Platon, peu importe. N'empêche que du coup, il faut relancer toute la métaphysique, et donc le XVIIe siècle est le deuxième âge d'or, si on peut dire, de la métaphysique, avec les grands systèmes dont nous avons un peu parlé l'autre fois, c'est-à-dire essentiellement Spinoza et Leibniz. Après Descartes, Spinoza et Leibniz. Et je crois qu'on en avait parlé entre nous, mais je crois pas que Ah, ça avait peut-être qu'on enregistré quoi n'avait que ce pas soit. été Donc, dit dans la oui. vidéo, effectivement. Bon, là, on a des... Effectivement, chez Spinoza, il y a un refus aussi du finalisme, et qui s'oppose Oui, très clairement à Aristote quand il dit nous ne désirons pas les choses parce qu'on les trouvons bonnes, nous les trouvons bonnes parce qu'on les désirons, c'est le refus de Ah oui, Aristote. oui, Spinoza marque nettement les camps, et pour lui, voilà, Aristote, Platon, tous ces gens-là appartiennent à une façon de penser complètement dépassée qui pour lui sort complètement de ce qu'il souhaite faire, c'est-à-dire une philosophie moré-géométrico, faite sur le modèle des mathématiques. Il faut lire, si on a l'occasion de le faire, l'appendice au livre 1 de l'éthique
l'éthique mure de geometrico demonstrata, l'éthique démontrée géométriquement de Spinoza dans cet appendice au livre 1. Spinoza se moque littéralement d'Aristote et des aristotéliciens qui croient qu'il y a des finalités dans la nature, qui croient que dans la nature, eh bien, il y a une harmonie, qu'il y a dans la nature des buts poursuivis, alors que bon, la nature étendue, effectivement, est comptable d'une pensée géométrique. Et d'ailleurs, Descartes donne de nouveaux cadres logiques pour penser tout cela. Descartes est un immense philosophe et un immense scientifique, hein, à travers notamment la géométrie analytique, qui réconcilie la géométrie et l'algèbre, enfin, si on peut dire, oui, puisqu'on va pouvoir, disons, décrire les trajectoires des objets à travers les repères cartésiens. Cartésien, ça vient de Descartes. Donc, on se retrouve avec un cadre logique complètement modifié. La solution, d'ailleurs, de Descartes est très intéressante d'un point de vue dialectique, même si Descartes est un mécaniste. Moi, je n'oppose pas. Il y a certains mécanistes qui opposent, c'est bien pour ça qu'ils sont mécanistes, le mécanique au dialectique, mais le dialectique englobe le mécanique, et même plusieurs sortes de mécanique. Même la logique dialectique englobe la logique formelle, elle s'y oppose pas. Tout à fait. Elle englobe aussi, bien sûr, la pensée mathématique de l'espace, avec la possibilité, comme on le voit chez Descartes, effectivement, de concevoir algébriquement les figures et de figurer géométriquement les équations. C'est ça la géométrie, au fond, analytique. Donc, Descartes fournit un nouveau repère. À partir de là se développe effectivement donc toute une nouvelle métaphysique. Cette métaphysique, c'est la métaphysique de Spinoza et c'est celle de Leibniz. Mais cette métaphysique ne chasse pas la contradiction. Elle n'arrive pas à chasser la contradiction. Et pour une raison très simple, c'est que en résolvant dans le cadre de la philosophie le problème de la contradiction et du temps, notamment chez Leibniz, c'est grandiose la solution qu'il propose de ce côté-là, même si on n'a pas le temps de l'étudier en détail. Mais, alors là, Leibniz, c'est solide. Oui, alors d'accord, on prendra une émission complète sur Leibniz. On peut, mais ce que je veux dire ici, pour donner le schéma général, parce que je pense que ça aiderait davantage les gens qui nous écoutent à comprendre où j'essaie d'entendre, c'est que bon, la contradiction que ces philosophes, effectivement, essayent tout de même de proscrire à travers des systèmes, qui dit système dit volonté de cohérence, dit triomphe du principe de non-contradiction. Hein. Bon, donc, eh bien, cette contradiction, elle réapparaît tout bonnement, parce que c'est la contradiction de la philosophie. C'est-à-dire la contradiction que nous avons vue l'autre fois entre le matérialisme et l'idéalisme. Le système de Spinoza tend plutôt vers le matérialisme, celui de Leibniz tend plutôt et tend même surtout vers l'idéalisme, vers même une forme de théologie. Hein. Leibniz est un défenseur de Dieu, la Théodicée, c'est son écrit majeur, celui qui était le plus connu à son époque. Et donc, du coup, la contradiction qu'on veut chasser par la porte, eh bien, elle redescend par la cheminée, si l'on peut dire, comme le premier Père Noël venu. Ces gens-là pensent la même révolution scientifique et en même temps ont des systèmes contradictoires, ne serait-ce qu'il y en a qui sont dualistes, il y en a qui sont monistes. Donc, voilà, et puis, ils sont contradictoires entre eux, me semble. Ils sont contradictoires entre eux. Et c'est ça le paradoxe. C'est là-dessus que va buter Kant. Kant qui va arriver au XVIIIe siècle, qui va constater, je fais simple, hein, qu'en gros, le système de Leibniz est extrêmement cohérent, et pour cause, Leibniz est un immense mathématicien, que le système de Spinoza n'est pas moins cohérent. Spinoza, c'est donc la géométrie faite philosophe ou la philosophie faite géométrie, et que pourtant, ces deux systèmes, tous les deux cohérents, se contredisent, puisque bon, Leibniz ne cesse dans tous ses écrits de tordre le cou à Spinoza. Et bon, il respectait naturellement Spinoza, il a même rencontré Spinoza, il voyait bien qu'il y avait en lui une grande puissance de pensée, mais à chaque instant, Leibniz pense contre Spinoza. Et bon, c'est bien embêtant, parce que pour finir, au cœur de la métaphysique, on a des gens qui développent rationnellement leur système, l'un et l'autre, et ces deux systèmes se contredisent. Donc, on n'a pas réussi à écarter la contradiction. Et la contradiction qu'on avait voulu écarter des choses en pensant qu'il fallait épargner les choses, qu'il fallait qu'on soit tendre avec les choses, eh bien, elle se venge en n'étant pas tendre avec la philosophie. Elle déchire la philosophie. Et là, il faut surtout se référer, bien sûr, c'est pour ça que je voulais montrer cette visée, il faut se référer
à l'immense ouvrage dialectique ou prédialectique qu'est la critique de la raison pure. La grande œuvre de Kant, le monument kantien dont tout le reste découle dans la pensée critique, c'est la critique de la raison pure. Et dans la critique de la raison pure, le cœur du cœur, le tabernacle, comme diraient nos amis québécois, eh bien, c'est la dialectique transcendantale, et en particulier donc, ce qu'on appelle les antinomies de la raison pure, où Kant va montrer sur une page, va démontrer les thèses matérialistes, pour faire vite, sur la page d'en face, les thèses idéalistes, va montrer que les deux démonstrations sont valides d'un point de vue logique, qui ne manque pas un bouton de guêtre, si l'on peut dire, et que pourtant, ben voilà, on est le bec dans l'eau parce que on peut démontrer que le monde est infini dans l'espace, par exemple, et on peut démontrer aussi, on peut démontrer le contraire, on peut démontrer que le monde a un commencement, et on peut démontrer que le monde est éternel, ou perpétuel, si on préfère. Et donc, voilà, la métaphysique aboutit, c'est son dernier mot, à la contradiction. Donc, Kant recule précipitamment, c'est là que justement... Kant appelle ça antinomie, en fait. Il appelle ça des antinomies. Les antinomies, ce sont des, en quelque sorte, des contradictions irréductibles. Irréductibles. La plupart du temps, on est tranquille avec les contradictions, dans les contradictions de la vie courante, parce que bon, si l'un dit blanc et l'autre dit noir, bon, on voit bien pour finir que la réalité joue le rôle de juge de paix et que, bon, ben voilà, c'est blanc ou c'est noir, ou c'est gris. Enfin bref, on va toujours trouver quelque chose. Mais en philosophie, il n'y a pas de pierre de touche. Il n'y a pas de pierre de touche. On est en définitive devant ça. On est bloqué, en quelque sorte. Comme si, effectivement, le dernier mot de la philosophie, c'était que, concernant le fond même des choses, le fond même de l'être, le fond même de la réalité dont voulait parler la métaphysique, on ne pouvait pas l'atteindre. D'où l'idée que va donner Kant, hein, que, en gros, la pensée théorique, par l'intermédiaire de l'entendement et par l'intermédiaire de l'expérience sensible, celle que met en œuvre Galilée, par exemple, ou Newton, puisque Kant, c'est un grand admirateur de Newton, eh bien, donc, cette pensée-là peut atteindre les phénomènes. Mais le mot phénomène, qu'on n'entend plus comme ça aujourd'hui, mais qu'on entend très bien à l'époque de Kant, où on parle grec, où les gens connaissent le grec, signifie, au fond, ce qui apparaît. On peut connaître l'ordre de ce qui apparaît, mais sans savoir réellement ce qu'est le fond des choses, ce qu'est ce qu'on appelle la chose en soi. La chose en soi, si on veut l'approcher vraiment, on n'a que la métaphysique, et la métaphysique aboutit à la contradiction. Comme le réel ne saurait être contradictoire, on ne peut donc pas parler du fond des choses. Et du coup, le dernier mot de la philosophie, c'est quand même un agnosticisme, c'est-à-dire l'idée que agnoskein, en grec, je ne peux pas savoir, que je ne peux pas savoir. Je peux savoir comment connaître le monde, mais je ne peux pas savoir ce qu'il est. Je peux savoir comment connaître les phénomènes du monde, mais pas la chose en soi, le monde, l'être en lui-même. Et c'est là que Hegel va arriver, comme Zorro, si l'on peut dire. Parce que donc la réponse de Kant, c'est de dire que c'est résoudre le problème de la métaphysique en disant qu'on ne peut pas le résoudre. En fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, au fond, en rejetant la raison pure. Quand on entend critique de la raison pure, on se dit qu'est-ce que c'est que cette raison pure, si la question. Ben, la raison pure, c'est au fond, c'est la métaphysique. C'est-à-dire l'intention de développer une sorte de logique de l'être indépendamment de l'expérience. Les métaphysiciens sont effectivement, donc, contrairement à des physiciens, des biologistes qui font des expériences dans leur laboratoire, ce sont des gens qui construisent des systèmes sans passer par l'intermédiaire de la validation expérimentale. Bon, la critique de la raison pure, c'est la critique de la métaphysique. Et donc, d'un certain côté, Kant rétablit magnifiquement les droits du matérialisme scientifique. D'un certain côté, c'est un immense penseur matérialiste, puisqu'il nous dit, bon, la métaphysique, hein, ça commence à bien faire, faisons de la physique, soyons newtoniens, effectivement. Et de ce point de vue-là, il magnifie, si l'on peut dire, le domaine de la science. Et il montre que la question de la vérité se joue bel et bien sur ce terrain-là. Donc là, le matérialisme dit, je prends, en quelque sorte, je prends. Mais le matérialisme ne peut pas prendre totalement le kantisme tel quel, parce que si le kantisme a raison, ça veut dire aussi du même coup qu'on n'atteint au fond que la superficie des choses, qu'on n'atteint pas le fond de l'être, que le fond de l'être est obscur, hein, que cette chose en soi est un peu comme une boîte noire. On sait bien comment les boîtes noires
s'emboîtent les unes aux autres, en gros, mais on ne sait pas ce qu'elles ont dans le coffre, en quelque sorte. On est un peu comme des gens qui savent conduire des voitures, mais qui ne savent pas ouvrir le capot et regarder dans le moteur, pour faire une image un peu simpliste. Comme moi, quand je conduis ma voiture et que je ne sais pas réparer, que je ne sais pas tripoter l'allumage quand je ne démarre pas. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, on voit bien que cette solution n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle sépare, elle continue de séparer ce qu'il s'agissait justement de réunir depuis le début, c'est-à-dire l'être qui est devenir, dont le mouvement est inséparable. Regardons le monde matériel, il n'est fait que de changements, et même quand on voit des choses qui semblent immobiles, c'est parce qu'on ne les observe pas à la bonne échelle. Si on approche un microscope, on s'aperçoit que toute surface qui paraît complètement paisible, tranquille et stable et remuante. Quand on regarde le ciel, on se dit « Ah, quelles belles étoiles immuables !» Mais si on est astrophysicien ou cosmologiste, on voit au contraire que le ciel est tout à fait tumultueux et tempétueux, etc. Donc bref, Héraclite a raison. Tout s'écoule, rien ne reste, quelque part. Ou rien ne reste le même. Je voudrais ajouter ceci. Mais la solution d'Aristote ayant été écartée, les solutions spinozistes ou leibniziennes n'étant pas parfaitement suffisantes, et celles de Kant ne résolvant le problème qu'en le transférant à un autre niveau, quelque part, il fallait bien que Hegel advint, si l'on peut dire, comme on dira quelque part, enfin Malherbe vint, bon, enfin Hegel vint, si l'on peut dire. Alors, là-dessus, sur Hegel, moi, je dis quand même ici, je dis une petite chose au passage qui me paraît utile. Certains amis marxistes ou camarades parlent souvent de l'hegeliano-marxisme, soit en bien, soit en mal. Faut-il être hegeliano-marxiste? Je dirais, ça dépend. Dites-moi ce que vous entendez par là, et je vous dirai si je le suis. C'est un peu comme Einstein, quand on lui demandait croyez-vous en Dieu, monsieur Einstein, et qu'il répondait dites-moi ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai si j'y crois. Bon, s'il s'agit de se mettre à la remorque de Hegel dans sa philosophie de l'histoire, alors je ne suis pas hegeliano-marxiste, parce que je pense que Marx et Engels sont allés bien plus loin dans la science de l'histoire que ne pouvait le faire Hegel. Donc, sur ce terrain-là, il faut effectivement être raide, je dirais quelque part, à l'égard de Hegel, parce que Hegel nous tire un peu en arrière vers la philosophie de l'histoire, la philosophie de la nature, alors que le marxisme enregistre ce que dit Kant. Il l'enregistre durement. Il est post-critique et non pas pré-critique, c'est-à-dire que la question de la vérité se joue sur le terrain de la science. Science de l'histoire, science au pluriel de la nature, effectivement. Bon, mais si par ailleurs il s'agit de rejeter avec Hegel la logique hegelienne, l'effort dialectique de Hegel, alors là, non, pas d'accord. Et je suis d'accord plutôt avec Lénine. Et si on se dit marxiste-léniniste, ça oblige un petit peu tout de même à regarder ce que pense Lénine. Et effectivement, Lénine nous dit, tant qu'on n'a pas compris la logique de Hegel, on ne peut pas lire correctement le Capital et on ne saurait même, non pas être léniniste, mais même simplement marxiste. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que justement, Hegel est devant ce problème-là. Il se dit, on a eu trop de tendresse pour les choses. On n'a pas voulu que les choses fussent contradictoires. Et donc, on a reporté la contradiction dans, pour finir, la raison elle-même. Et donc, on a éclaté complètement la boutique, parce que si c'est la raison qui est chargée justement de mettre en œuvre le principe de non-contradiction dont parlait Aristote, et que c'est dans la raison elle-même qu'on retrouve la contradiction, c'est la fin des haricots, en quelque sorte. Là, la philosophie est un pédale dans la choucroute, si je puis dire, d'une certaine façon, sans allusion anti-germanique quelconque. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il va falloir trouver moyen de réconcilier la raison et la contradiction. Et notamment à travers la raison et la contradiction, la question du temps, la question de l'histoire, puisque le grand souci de Hegel, qui est contemporain d'immenses révolutions scientifiques, mais aussi d'immenses révolutions politiques, qui doit penser notamment la Révolution française, qui a sous les yeux la Révolution française qui n'est pas finie, si l'on peut dire, à son époque, pas finie au sens large et historique du mot, même si, bon, chronologiquement, elle est finie. Bon, il y a Napoléon, etc. Mais donc, en gros, c'est quand même d'arriver à comprendre l'histoire. Comprendre l'histoire, c'est comprendre un devenir. Le propre de la société humaine, et notamment Hegel le voit
politiquement sous ses yeux, quoi. C'est précisément cette capacité qu'elle a de changer et de se changer. Voilà l'ambition de la pensée dialectique. Et il rebondit sur le mot de dialectique qui vient de Kant. Il reprend à Kant ce mot dialectique qui rebondit depuis l'Antiquité, depuis Zénon d'Élée, hein, que Platon avait repris, et que donc Aristote avait repris en le marginalisant un petit peu, que Kant a repris dans sa dialectique transcendantale, en disant, ouais, bon, là, c'est l'espace des contradictions, mais c'est un espace en quelque sorte clos. C'est le cabinet de Barbe Bleue, en quelque sorte. Il ne faut pas utiliser la clé pour aller là-dedans. Bon. Mais en même temps, je vous montre la clé. Hein. Elle est là, voilà, c'est la dialectique transcendantale, et je pose la clé sur la table, ce sont les antinomies de la raison pure. Évidemment que tout le monde va quand même aller regarder dans le cabinet en question. Et Kant le dit d'ailleurs, on ne pourra jamais se sortir des illusions de la raison pure. On sera toujours tenté, en quelque sorte. Bon, ben Hegel dit, bon, moi j'ouvre. Hein. J'ouvre et je regarde dans le moteur. Et c'est ça que je trouve grandiose chez Hegel, et que bon, tous ces critiques néopositivistes, mécanistes, etc., n'arrivent pas à saisir en quoi ils sont au-dessous de lui, non pas au-delà de lui comme il faudrait l'être. C'est justement cette capacité à affronter, quoi. On peut dire qu'ils sont néo-kantiens au sens où bon, bah, il y a le phénomène qui est lié à la science et tout ce qui est le domaine de la morale, bah, ils les remettent. Parce que c'est détourné quelque part le sens de Kant, parce que c'est passer Dieu du côté de la morale et faire parler en fait la chose en soi, alors que Kant finalement a la sagesse de dire on peut rien en dire. Mais Voilà, c'est ça, c'est ça. Ou alors on va essayer d'avoir une approche des sciences qui soit plus ontologique. C'est d'ailleurs une chose méritoire, et aujourd'hui c'est en train de percer. De toute façon, le néopositivisme fait haut de toutes parts, je dirais. Mais bon, en essayant quand même d'éliminer la contradiction de l'étude des choses matérielles. Et donc en ayant toujours une vision, pour finir, mécaniste et juxtapositive des données réelles. Par exemple, en disant, bon, je ne crois pas à la contradiction, je crois à l'interaction en physique. On ne se rend pas compte que l'interaction est une contradiction, puisque s'il y a interaction, il y a bel et bien un jeu du même et de l'autre, et ce jeu du même et de l'autre ne se fait pas entre une chose et une autre, il se fait bien dans quelque chose qui est au final la même chose, c'est-à-dire le monde matériel, la matière, quelque part. Donc on va de toute façon retomber à un moment ou à un autre sur les contradictions. Quel est l'essence de la réponse hegelienne? L'essence de la réponse hegelienne, ce n'est pas de dire bah, il y a de la contradiction dans les choses, donc on a le droit de se contredire joyeusement, youpi, les chiens sont des chats et toutes les vaches sont noires. Hegel rejette strictement cette façon de voir les choses. Hegel n'est pas un sophiste. Il n'a jamais dit que blanc c'est noir et que bon, on peut d'une façon directe et immédiate comme ça assimiler deux contraires l'un à l'autre. Il prend au sérieux le principe de non-contradiction, appelons-le le principe d'identité pour aller plus vite, parce que c'est un peu la même chose présentée tantôt sous la face verso, tantôt sous la face recto. Et il constate tout simplement que quand on analyse le principe de l'identité, on va découvrir en lui la contradiction et le dépassement de la contradiction. C'est-à-dire que Hegel ne va pas exalter la contradiction, mais la négation de la négation et le dépassement de la contradiction. Et c'est là que se trouvera la dialectique. Je comprends totalement les scientifiques qui disent « Ah, moi, j'ai fait des maths, j'ai fait prépa, j'ai eu un concours difficile, etc. Donc, je ne vais pas renoncer à ce principe de la non-contradiction qui est essentiel en maths. » Mais personne ne leur demande de renoncer à ça. Ça serait évidemment suicidaire. La raison se tirerait une balle dans la tête si elle faisait une chose pareille. Simplement, il faut comprendre que quand on dit que A est différent de nona, on dit que A est non nona. Et quand on en dit en même temps, ils sont le même rapport. Alors que justement, quand le temps évolue, qu'est-ce qui se passe? Mais même simplement dans l'instant où on dit que A est non nona, on affirme qu'il y a entre A et nona un rapport de solidarité et d'exclusion en même temps. Que A ne saurait se définir autrement que par le fait qu'il n'est pas nona, et c'est ce qu'on fait quand on définit, quand on D, trait d'union, finit, on D, trait d'union, limite, on D, trait d'union, termine. On peut tourner en rond tant qu'on voudra, on ne sortira pas de ça. Et du même coup, on va toujours trouver le rapport entre A et nona. Platon lui-même, c'est ça qui est très intéressant quand on revient en arrière. Je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai un peu tordu le cou de Platon trop vite et les platoniciens ici doivent sauter sur leur chaise comme des cabris.
Mais Platon, ce n'est pas simplement la République avec le fameux schéma de la caverne et donc le dualisme, l'intelligible et le sensible. Encore que même le schéma de la caverne n'est pas si dualiste que ça, si on regarde de près. Enfin, peu importe. C'est pas... Platon évolue, lui aussi. Mm. Et donc, son magnifique dialogue, le sophiste, va établir, pour finir, que si on veut penser l'être, les deux catégories fondamentales qui vont permettre de le penser, c'est le même et l'autre. Chaque chose est même qu'elle-même et autre que l'autre. Et elle est même qu'elle-même en tant qu'autre que l'autre. Et du même coup, être autre que l'autre, mais ce n'est pas quelque chose de mort, ce n'est pas quelque chose de juxtapositif. Il n'y a pas d'un côté le même et de l'autre l'autre. Il y a le rapport entre le même et l'autre. Et c'est ça qui est ce qui est véritablement. Ce qui est l'être, c'est précisément le fait que le même et l'autre sont attachés l'un à l'autre par la tête, si l'on peut dire comme des frères siamois, et tout à la fois sont unis et se combattent. Se combattent, c'est l'unité, donc, et l'unité et la lutte des contraires, avec ce que ça va donner, c'est-à-dire tout simplement que, effectivement, ben, voilà, prenons des images pour être compris de tous, qui viennent de la dialectique chinoise, hein, celle de Sun Tzu, la dialectique militaire. Mais bon, l'épée veut percer le bouclier, et bien donc l'épée doit à ce moment-là se perfectionner, être plus solide que le bouclier, mais bien entendu, au bout d'un moment, si l'épée perce le bouclier va lui-même se blinder et l'épée devra elle-même, et ainsi de suite. Nous aurons affaire à ce moment-là à cette spirale qu'on appelle la négation de la négation, où pour que la chose reste la même, pour qu'elle reste elle-même, il faudra précisément qu'elle change. Et qu'elle change de quoi? Puisque c'est toujours la même chose. Qu'elle change de forme. Elle change de forme, c'est sa forme qui va changer. Mais fonctionnellement, elle va rester la même. La défense reste la défense, l'attaque reste l'attaque. Même si la meilleure défense, c'est l'attaque, il n'empêche que c'est parfois pour se défendre qu'on attaque. Et donc la fonction, en quelque sorte, reste la même. Au fond, on n'est pas si éloigné de Descartes. Hein. Descartes nous donnait déjà des clés dialectiques extrêmement intéressantes. J'ai toujours trouvé qu'on négligeait complètement le côté dialectique de Descartes. C'est extraordinaire la dialectique qu'il y a dans cette association de la géométrie et donc de l'algèbre, si l'on peut dire, à travers la géométrie analytique. Mais c'est encore plus extraordinaire toute cette analyse des fonctions qui nous permettent effectivement en mathématiques de comprendre comment x et y varient alors que leur rapport, lui, reste le même puisqu'il est toujours décrit par la même équation. Ça nous permet de comprendre ce que c'est qu'une dialectique. Quand on comprend ce que c'est qu'une fonction, on a déjà un pied dans la dialectique, en quelque sorte. Donc, D'où le fait qu'il y a le calcul infinitésimal qui va suivre. Et puis ensuite, quand tu opposes disons, cette réaction disons, un peu épidermique de certains mathématiciens, les mathématiques peuvent aussi évoluer en fonction d'un certain nombre de réquisites. C'est pour ça que même, je lisais un de tes textes sur la mécanique quantique, enfin, De Broglie demandait, tu avais une belle formule, tu disais, c'est quasiment, il demande au Père Noël un nouveau modèle mathématique et qui s'adapte en fait à cette réalité physique en fait. Donc je crois après c'est bien aussi la limite du more geometrico de Spinoza, c'est que justement est-ce que cette géométrie telle qu'il la pense à son époque est le modèle suffisant? Est-ce que c'est pas un cadre qui a déjà été dépassé en fait par l'évolution scientifique? Et vas-y, on va déjà oui, reprendre ça non, parce que ce que tu dis est très intéressant. Alors, une première chose, c'est que le calcul infinitésimal a précédé la découverte par Hegel de la dialectique moderne, de la logique dialectique moderne. Et paradoxalement, effectivement, comme souvent il arrive, Marx a signalé ce paradoxe, la dialectique s'est développée du côté idéaliste plus que du côté matérialiste. Le grand pré-dialecticien, c'est Leibniz, précisément, puisque Leibniz, justement, dans sa réflexion sur les limites, a approché comment dirais-je, cette dialectique intime du continu et de la limite, et du discontinu, si l'on peut dire. Donc, bon, il a touché à un domaine tout à fait neuf, effectivement, du même coup, qui permettait peut-être, justement, de faire avancer les mathématiques. Justement, les mathématiques elles-mêmes sont susceptibles, mais ça, c'est du côté de leur histoire plutôt que du côté de leur être. Là, il faudrait revenir sur la question des choses qu'elles étudient.
Mais donc les mathématiques, évidemment, ont immensément évolué au XIXe siècle, et notamment à travers la découverte des géométries euclidiennes ou de choses comme ça. Et effectivement, donc, De Broglie dit quelque part dans un de ses textes sur sa propre trajectoire intellectuelle que s'il n'a pas été capable à un certain moment, s'il n'a pas eu la résistance voulue pour combattre l'interprétation purement agnostique de la mécanique quantique qui s'élaborait autour de l'école de Copenhague, eh bien, c'est parce qu'en partie, il lui manquait les outils mathématiques, hein, et qu'il aurait fallu qu'il ait des outils mathématiques qu'à l'époque, il n'avait pas encore. Donc, bon, c'est une sorte d'appel d'offres qu'il fait quelque part à ce niveau-là. Bon, Einstein, lui, a pu découvrir dans le magasin, en quelque sorte, des géométries non euclidiennes existant à son époque, ce qui lui était nécessaire pour sa nouvelle conception de l'espace et du temps, par exemple. Mais bon, ça, c'est encore une question qui va venir par la suite. Ce que je veux dire, c'est que, donc, en tout cas, ce qu'il faut bien, pour saisir un peu le fil directeur de ce que j'essaie d'expliquer, c'est que on a dans l'Antiquité, si je résume, on a dans l'Antiquité cette espèce de choc entre les mobilistes et les, entre guillemets, immobilistes. Et donc, en gros, du côté de Héraclite, on a l'idée que tout change, mais alors du coup, tout est contradictoire, mon cher. Et Héraclite était surnommé l'obscur dans l'Antiquité parce qu'au fond, on l'accusait d'échapper à la rigueur logique. Et en face, on a Parménide, marmoréen dans sa toge, en quelque sorte, si on peut dire, enfin, dans son péplum plutôt, son péplos. Hein. Donc Parménide qui surgit et qui dit table de la loi, principe de non-contradiction, etc. Donc pas de changement. Puis Aristote qui arrive et qui dit ben, moi je vous rebidouille tout ça et vous aurez une logique biologique, une logique du vivant, pour parler, pour employer le mot, le titre d'une œuvre célèbre de François Jacob. Et donc une logique du vivant et une vie de la logique. C'est ça qui est intéressant, justement, déjà, chez Aristote. C'est pour ça que Marx admirait énormément Aristote. Mais la solution finaliste d'Aristote est mise en crise par la révolution copernicienne, pour aller vite. Donc, floraison à nouveau, parce qu'il y a le besoin de la pensée, le besoin pour l'homme de penser rationnellement le changement, sinon il n'y a pas de science. Hein, on prend le mot nature. Pensons, messieurs les physiciens qui vous intéressez à la nature, physis en grec, ça veut dire la nature. La physique, c'est la science de la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? Sinon précisément ce qui croît, ce qui développe, ce qui change, etc. Imaginons un monde dans lequel il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas lieu. Fuo, ça veut dire croître, hein, donc Fuo, c'est ça veut la dire plante croître. qui croît. Ouais. C'est ça, c'est le même mot que celui qui a donné phyto, phyto ceci, phyto cela, donc les plantes, effectivement, la croissance, quelque part. Et donc, effectivement, il faut bel et bien trouver un moyen d'accorder la raison. Ce n'est pas moi qui dis tout ça, c'est l'histoire de la pensée. La raison qui veut la non-contradiction logique et la réalité matérielle, la réalité sensible, la nature, qui veut le mouvement, qui veut le changement, qui veut le devenir. Et bon, d'une manière ou d'une autre, tous les chemins mènent à la dialectique. On peut vouloir s'en écarter autant qu'on voudra, on retombera toujours dessus d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi, justement, l'effort de Hegel, c'est de produire une logique dialectique, c'est-à-dire qu'il veut dépasser tout ce qu'avait de sec les pensées antérieures à lui, en produisant effectivement ce qu'il appelle la science de la logique. Là, il faut un peu se plonger dedans et on ne peut être qu'admiratif. Peut-être qu'il y a des passages forcés là-dedans. Hein. Je ne vous dis pas que tout est à reprendre tel quel. Lénine est le premier à dire en lisant ça, oulala, bon. Je remplace Dieu par ceci. Voilà, c'est ça. Et on peut même en Faut faire traduire, quoi. une lecture sauvage, quelquefois. Bon, bien sûr. Et puis surtout, moi, je pense, alors ça, c'est l'autre aspect, c'est l'aspect final, si l'on peut dire, de ce que je voulais dire. Je ne suis pas hegelien pour autant. Hein. Je ne suis pas hegelien, je pense que les marxistes ne sont pas hegeliens. Mais qu'ils doivent étudier Hegel et passer par lui, mais aller plus loin. Et donc, effectivement, bon, d'abord, Hegel lui-même se réclame de l'idéalisme absolu, même. Il n'y a rien de plus idéaliste que le système de Hegel. Et par ailleurs, justement, il me semble que si ce système verse dans l'idéalisme, c'est aussi parce que son mode de construction, sa forme, conduit à ce contenu-là. Et que donc, la lecture que Lénine invite à faire de la logique de Hegel nous invite non seulement à réviser ses contenus, c'est-à-dire non plus à dire que c'est l'idée qui accouche
de la réalité sensible. Mais le contraire, que l'idée, la pensée, etc., tout ça est un produit de l'évolution générale de la nature, bon, ça c'est le contenu, mais que le mode de construction même de la philosophie hegelienne est fautif sur certains points qui ne sont pas négligeables, est fautif sur le fait que, par exemple, dans la logique hegelienne, globalement, il n'y a pas de place pour l'antagonisme, que les contradictions sont toujours de nature telle qu'elles puissent se dépasser par une synthèse harmonieuse, pour le dire vite. Donc, il y a un défaut dans la construction de la dialectique elle-même. Du même coup, il n'y a pas d'espace, si je puis dire, pour le temps, et pas de temps pour l'espace. Du même coup, on va se retrouver chez Hegel avec une pensée de l'espace dans laquelle il n'y aura pas de place pour l'évolution. Pour finir, par exemple, il n'y a pas d'évolution des espèces possibles chez Hegel. Et inversement, eh bien, on aura une pensée de l'histoire qui ne sera pas matérialiste et qui ne fera pas sa place du même coup à tous les éléments proprement matériels de l'existence humaine, ou tout au moins qui les considérera comme des points de départ simplement, pas des véritables moments dialectiques. Mais surtout, et c'est là qu'il y a, à mon avis, chez Marx, un triptyque qui marche ensemble, qui donne la clé, en quelque sorte, d'une lecture possible de la dialectique hegelienne pour la remettre sur ses pieds en employant l'expression de Marx, c'est-à-dire la rendre matérialiste. C'est un peu compliqué, je vous demande un peu de patience si vous m'écoutez. C'est premièrement la question de la dictature du prolétariat. Alors vous allez me dire, que vient foutre la dictature du prolétariat dans un édifice logique? Eh bien, c'est extrêmement important, parce que la dictature du prolétariat, c'est la façon dont Marx peut contredire la théorie hegelienne de l'État. L'État chez Hegel, c'est justement la magnifique synthèse dialectique qui permet de résoudre les contradictions sociales. Eh bien, l'État ne résout rien du tout, dit Marx. Ça, c'est l'expérience du militant prolétarien qui parle. L'État n'est pas du tout la synthèse harmonieuse que vous dites. Et voyez plutôt ce qu'il fait. L'État envoie la police aux paysans qui ramassent du bois dans les forêts. L'État casse la gueule aux ouvriers sur les barricades, et ainsi de suite. L'État est une dictature de classe. Et elle ne pourra pas être renversée par un tour de prestidigitation purement mentale et intellectuelle, critique très forte dans l'idéologie allemande, par exemple, ou dans la Sainte Famille des jeunes hegeliens qui croyaient qu'on pouvait s'en tirer avec des tours de passe-passe philosophiques. Et il faut remplacer l'arme de la critique par la critique des armes. Bon, à bon entendeur, salut, quelque part. C'est l'insistance sur l'existence de l'antagonisme. Il y a des antagonismes. Si ces Un antagonismes... antagonisme, c'est une opposition qui n'a pas encore trouvé de résolution. C'est ça, c'est comme ça qu'on pourrait c'est une contradiction qui ne peut trouver de résolution que par la victoire d'un élément sur l'autre, que par même l'élimination d'un élément par l'autre. Il y a des contradictions. Prenons par exemple la polarité nord-sud. Il est évident qu'elle est non antagonique, puisque si vous prenez un aimant et que vous le sciez en deux, au milieu, vous dites, moi j'aime bien le sud parce que c'est le soleil, c'est l'été, c'est les vacances, j'aime pas le nord parce qu'on se les gèle, donc je coupe l'aimant au milieu, comme ça je garde que le sud. Il est évident que le nord se reconstitue à l'exemple, il y a un sketch de Raymond DeVos qui est marrant là-dessus, sur qu'est-ce qu'on fait quand on coupe un bout de bois en deux bouts, ça fait on a deux bouts de bois et ainsi de suite. Enfin bref, il rigole avec ça. Ça, c'est le non-antagonisme, la polarité pure et simple. Puis il y a des contradictions, telles que par exemple celle qui oppose le prolétariat à la bourgeoisie, qui se résolvent par le fait que cette contradiction ne peut aboutir, ne peut se dépasser réellement que le jour où il n'y a plus de classe sociale. C'est-à-dire le jour où, effectivement, la classe dominée a construit une société dans laquelle non seulement la classe dominante n'a plus de place, mais où elle ne peut plus avoir de place. Et où, effectivement, donc, là, la contradiction est résolue pour autant, puisque, effectivement, quand il y a une société sans classe, il n'y a plus de lutte de classe. Tandis qu'au contraire, tant qu'il y a une bourgeoisie qui exploite le prolétariat, le paradoxe, c'est qu'il y a le retour en force de l'antagonisme, sans arrêt.
Voilà, donc, Oui, parce que même quand Marx parle d'expropriation, d'expropriateur, là on est à fond dans la négation de la négation, donc ça existe bien chez Marx, mais d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a énormément de marxistes qu'on pourrait dire gauchistes comme Adorno qui sont pour une dialectique négative, qui ont toujours attaqué cette notion de négation de la négation. Même, je crois que Staline avait supprimé la négation de la négation des fameuses lois de la dialectique, alors que la plupart du temps, il est très orthodoxe hein, dans son léninisme. Justement, j'ai l'impression que si on refait la séquence de Hegel à Marx, c'est bien le problème de la synthèse. Et comment elle se fait? Elle se fait pas à la fois justement automatiquement, et parce ben que voilà. voilà, Alors, oui, oui. c'est bien là qu'est le problème, quoi. J'ai l'impression. On peut pas pour l'expliquer, y compris pourquoi justement même à l'intérieur du marxisme, la négation de la négation pose problème en fait. Mais personne ne dit que c'est simple et facile, hein, bien sûr. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Évidemment, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur ces questions. Mais je dirais qu'il y a deux attitudes à l'égard de cela, c'est de baisser les bras et dire oh ben c'est voilà. Bon, la dialectique, oui, bon, ça. Il y a une deuxième façon qui est celle de retrousser les manches et de l'élaborer. Quand Marx dit qu'il faut remettre la dialectique de Hegel sur la tête, il indique non pas que bon, allez hop, on fait ça et puis on a comme un sablier qu'on aurait retourné pour calculer le temps de cuisson des œufs à la coque. Non, il s'agit ici d'un vrai travail de réélaboration de cette logique dialectique. Et donc, il peut y avoir effectivement synthèse par conciliation entre comme on dit, thèse, antithèse, synthèse, par dépassement purement intellectuel, mais il peut y avoir aussi une synthèse qui passe par l'antagonisme et par la victoire d'un des deux termes sur l'autre. C'est simple à comprendre, en un sens. Il y a bien synthèse. Si on regarde les choses, il y a bien. Qu'est-ce que c'est qu'une synthèse véritable au sens où l'entend la dialectique? C'est le dépassement de la contradiction. C'est la capacité pour la contradiction de mener à une situation où cette contradiction n'existe plus. Cette contradiction-là, tout au moins. Bon, ben, si par exemple on a la contradiction bourgeoisie-prolétariat, elle se manifeste en permanence par le fait que le rapport de classe ne fait qu'un avec le rapport du côté du bourgeois d'exploitation, du côté du prolétaire de résistance à l'exploitation. En gros, c'est ça. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le prolétariat et la bourgeoisie n'existent pas séparément l'un de l'autre, mais par ce rapport qui se reconstitue en permanence. Bien, si la bourgeoisie gagne, ce rapport est reconstitué. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, l'exploitation est accrue. Si l'exploitation est accrue, tôt ou tard, la résistance à l'exploitation sera accrue elle aussi. Comme le dit Mao quelque part, qui est un penseur de la contradiction, là où il y a oppression, il y aura rébellion ou insurrection, je ne sais plus ce qu'il dit, quelque chose comme ça. Eh bien, donc, voilà, ça c'est la première solution. Donc là, on voit bien que ce n'est pas la voie de la résolution de la contradiction. Paradoxalement, la lutte, comment dirais-je, les bourgeois qui disent tout le temps qu'ils sont contre la lutte de classe sont les meilleurs amis de la lutte de classe. C'est eux qui la reproduisent en permanence en reproduisant la société de classe et donc l'exploitation. Tandis que si la classe ouvrière gagne, et si c'est la fin de la lutte des classes. C'est la fin de la lutte de classe. C'est la société sans classe qui mène à une société où l'antagonisme est dépassé. Ce qui ne veut pas dire que toute contradiction disparaît, mais que l'antagonisme de classe disparaît en revanche. Bon, donc ça me paraît clair. Je ne vois pas où est la difficulté logique, en tout cas là-dedans. Non, non, bien sûr. Mais ce que je voulais dire par rapport, pardon, excuse-moi, parce qu'il y a un triptyque que je voudrais faire valoir dans sa globalité. J'ai parlé de la dictature du prolétariat comme premier point. La dictature du prolétariat, c'est ce qui vient casser la logique hegelienne dans son point de vue, dire dans sa théorie de l'État. Et donc, du même coup, dans sa théorie de la résolution de la contradiction qui finit toujours bien, si l'on peut dire. Et donc, dans le retour de ce qu'il y a chez Hegel de théologique, de finaliste, d'aristotélicien. Le retour du Dieu aristotélicien dans la raison en l'histoire qui, pour finir, règle les contradictions à l'avantage, effectivement, bon, d'une espèce de réconciliation générale. Eh bien, du même coup, quand on a cette clé, c'est-à-dire que la critique des armes doit remplacer l'arme de la critique, ou plutôt lui succéder, la première n'étant pas éliminée pour autant, eh bien, on découvre un deuxième élément, qui est précisément que chez Hegel, il y a une sorte, à mon avis, de confusion permanente entre l'intellection et l'idéalisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comprendre quelque chose, est-ce que c'est en quelque sorte régler les contradictions de cette chose? Bien non. On peut très bien comprendre quelque chose
sans attenter en quoi que ce soit à ce qu'il peut y avoir en elle d'antagonique. Et c'est le contraire de ce qui se passe quand on idéalise quelque chose. Idéaliser quelque chose, c'est dire, voilà, il y a blanc, il y a noir, et hop, comme dans les mauvaises dissertations, dans la dernière partie, on retombe sur ses pattes et on dit, bon, un petit peu comme dans les Vergès et Huysmans de mon enfance ou de mon adolescence, que, bon, voilà, la solution est in medio stat virtus, soyons un peu éclectiques, en quelque sorte. Bien, non, effectivement, on peut avoir en tête ici quelque chose qui est fondamental, qui va casser cette fausse identité entre intellection et idéalisation, l'idéalisation étant donc le fait de dépasser par la pensée quelque chose qui en réalité reste toujours le même, de faire une espèce de tour d'escamoteur. Et ce quelque chose, bah, c'est la théorie marxiste du reflet. C'est là que le reflet met les pieds dans le plat, si l'on peut dire, et intervient dans la dialectique pour la modifier substantiellement, en quelque sorte. Que dit le reflet? Il dit que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, étudier le chien pendant 145 ans si vous êtes zoologue. Pour autant, vous ne vous mettrez pas à marcher à quatre pattes et à aboyer. Et vous retombez sur la belle formule matérialiste de Spinoza, qui est que le concept de chien n'aboie pas. Et que donc la dialectique de l'être, la dialectique intellectuelle que nous formons sur l'être, n'est pas pour autant la dialectique de l'être lui-même. Il y a bien deux étages. Il y a l'étage, comme on parlait tout à l'heure des mathématiques, du développement par exemple des mathématiques qui dépassent leurs contradictions à chaque étape de leur histoire, par exemple en élargissant la notion de nombre, si on parle de l'arithmétique ou de la théorie du nombre. Et il y a de l'autre côté bon, les objets qu'étudie cette science. Et ce qui nous arrive au niveau intellectuel n'est pas immédiatement, ça peut avoir un impact, bien entendu, puisque quand on comprend une réalité, on peut ensuite déduire une technique, en déduire des modes d'action et agir plus efficacement sur la réalité. Mais ce n'est pas la pensée en tant que telle qui agit sur les choses. Je peux comprendre le chien autant que je voudrais, ça ne changera rien du tout à la réalité du chien, quelque part. Je mets de côté le cas, parce qu'on va me sortir ça à tous les coups, l'observateur de la mécanique quantique qui, en regardant un peu fixement l'électron, le fait changer, comme Uri Geller tordait les petites cuillères dans certaines émissions quand j'étais ado, quoi. Bon, c'est pas ça, c'est une objection un peu périle, parce qu'en réalité, bien sûr, ce n'est pas l'observateur, c'est-à-dire le sujet pensant, etc., qui agit sur l'électron, c'est les appareillages qu'on utilise pour faire des mesures physiques, et qui ne sont pas moins physiques que les objets physiques sur lesquels ils agissent physiquement. Bon. Donc, la théorie du reflet, elle est importante pour démarquer la dialectique matérialiste de la dialectique idéaliste, et pour ne pas confondre les deux termes. Et effectivement, donc, à partir de cela, on peut faire apparaître des notions que la dialectique hegelienne tente à comment dire, résorber quelque part, ou à marginaliser, ou à refouler au second plan. Par exemple, en séparant l'espace du temps, en exaltant en quelque sorte la spatialité lorsqu'il s'agit des phénomènes physiques et la temporalité lorsqu'il s'agit des phénomènes historiques. Alors qu'effectivement, bon, la dialectique matérialiste, pas celle de Marx, hein, quand je dis dialectique matérialiste, du diable si ça dépasse de loin ce qu'ont pu faire de leur temps Marx, Engels, etc. Pensons à Einstein. Hein. Bon, Einstein, c'est pas moi qui ai inventé le concept d'espace-temps, espace, trait d'union, temps, et ainsi de suite. Et puis ensuite, à travers la relativité générale, cette espèce de conjonction là, de la masse de l'espace et du temps pour repenser la notion même de gravitation. Bon, toutes ces choses-là, en quelque sorte. C'est fait histoire parce que la relativité, ça remonte à Galilée, en fait. C'est toujours finalement le même, le principe même de relativisation. relativité est déjà chez Galilée. En effet. En effet, mais bon, Einstein le prend au sérieux et lui donne une ampleur, évidemment, beaucoup plus vaste, à travers des outils que, bien sûr, Galilée n'avait absolument pas. Hein. Bon, bien sûr, Galilée ne disposait pas des géométries non euclidiennes, par exemple. Alors, bref, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'on a bel et bien, donc avec Hegel, un formidable pas en avant. Ce formidable pas en avant, c'est la capacité qu'il y a à comprendre logiquement la contradiction, à ne plus opposer la contradiction et la logique. Et donc, à comprendre que si le concept de chien n'aboie pas, le concept de contradiction peut être logique et non contradictoire. Hein, alors qu'on a spontanément tendance à croire que
le concept du contradictoire est contradictoire. Allons donc. Bon, il l'est si on patauge dans la choucroute, comme je disais tout à l'heure. Mais si on est dialecticien, c'est précisément parce qu'on est dialecticien qu'on se libérera de la contradiction. La contradiction, un peu de dialectique nous fait tomber dans la contradiction, ça c'est la dialectique transcendantale de Kant, mais une dialectique logique et poussée jusqu'au bout nous fait dominer mentalement, intellectuellement la contradiction, quitte à la dominer ensuite matériellement et physiquement, en faisant la révolution si on est sur le terrain politique ou en utilisant toutes sortes de techniques si on est sur le terrain des objets, des corps physiques. Parce qu'en fait, chez Hegel, ce qu'on appelle la Aufhebung, on le traduit par supprimer, conserver, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se maintient, mais il y a des synthèses où non, il y a destruction des classes en lutte. Bon, Il y a deux héros. dans la société sans classe, il y a cette distinction, dans le socialisme, tout simplement, cette distinction est révolue. Alors, on peut évidemment arguer en disant, je ne sais pas, une certaine culture bourgeoise qui doit être assimilée par le prolétariat. Bon, pourquoi pas, dans le supprimer conserver. Mais on voit bien que les toutes synthèses, négation de la négation, faut distinguer chaque cas, chaque contradiction. D'ailleurs, on t'a parlé de Mao, et j'ai jamais bien compris chez Mao pourquoi il y a des contradictions non antagoniques. Pourquoi est-ce qu'on décide que celle-ci est non antagonique? Enfin, est-ce que c'est très utile? Comment on s'en sert de tout ça? Moi, je trouve que c'est très utile, en tout cas pour des militants modernes, parce que bon, quand Mao écrit tous ses textes, évidemment, il est plongé en plein dans la guerre révolutionnaire. Et donc, la question des contradictions antagoniques et non antagoniques, d'un point de vue politique, c'est la question des alliances. Avec qui est-il légitime de s'allier et avec qui est-il complètement exclu de s'allier? Et donc, si on comprend qu'il y a des contradictions antagoniques, on sait avec qui il ne faudra jamais s'allier. Ça permet de saisir ce qui est l'essentiel dans la guerre, qui est l'ennemi, nommer l'ennemi. Et ça permet de saisir aussi qui, n'étant pas pareil que nous, est quand même proche de nous et peut s'allier avec nous, au moins temporairement. Et donc, effectivement, pour nous, par exemple, qui vivons en 2021, ça peut être très utile pour repenser le syndicalisme et le syndicalisme de classe. S'il y a des contradictions antagoniques, et si par exemple, effectivement, la contradiction bourgeoisie-prolétariat est une contradiction antagonique, il s'ensuit de façon irréfragable et démonstrative, n'en déplaise à M. Laurent Berger, que la collaboration de classe ne peut être qu'une fumisterie, qu'une tromperie, qu'une illusion à l'avantage de la classe dominante. Et comme il est facile de démontrer qu'effectivement la classe dominante, par définition, effectivement, est exploiteuse de la classe dominée, il ne peut pas y avoir de communauté d'intérêt entre elles en tant que classe. En tant que classe. Naturellement, il peut se trouver un ouvrier qui aide son patron à traverser la rue s'il est aveugle, j'en sais rien, des trucs comme ça, mais là, ils ne sont pas concernés par le rapport de classe dans un tel rapport. Et donc, effectivement, ça montre aussi que, n'en déplaise aux gauchistes, ça c'est l'autre côté, là j'ai attaqué les réformistes comme Laurent Berger, ça montre aussi, contrairement aux gauchistes, ce que disent les gauchistes, qu'il est légitime de faire des alliances avec des gens qui ne sont pas strictement des prolétaires, je ne sais pas, des petits patrons par exemple, des petits entrepreneurs, etc. Dans la mesure où... le PCF depuis les années 70. Ce qu'ont fait tous les partis communistes, un temps soit un peu sérieux, quand ils ont voulu obtenir une influence de masse. Et donc, à partir de là, avoir donc, une politique qui n'est pas une tromperie. Parce que si, par exemple, nous arrivions à mettre en place un front antifasciste, patriotique, populaire, écologiste, etc., contre les monopoles capitalistes, eh bien, les artisans, les petits paysans, y gagneraient. Et parce qu'on défend l'outil de production, c'est quand même essentiel. Ah oui, mais et puis donc, du coup, les grands capitalistes y perdraient, puisqu'on nationaliserait leurs boutiques, et que donc ils se retrouveraient, comme tout le monde, à devoir travailler, tout simplement, cet enfer qu'ils ne peuvent pas même imaginer en rêve. Et de notre côté, effectivement, eh bien, il y aurait les artisans, les commerçants, les petits commerçants, etc., et les ouvriers qui gagneraient. Donc, ça ne serait pas illusoire. Alors qu'au contraire, quand on dit, eh bien voilà, on va négocier la retraite par points voulu par M. Macron et derrière lui, par l'Union européenne et derrière elle, par le grand capital transnational qui vous foutra en l'air les retraites par répartition de 1946, eh bien là, c'est purement et simplement du flanc. Les ouvriers vont y perdre, les patrons vont y gagner. Quant aux petits commerçants, artisans et compagnie,
eh bien, ils vont y perdre aussi parce que comme leurs clients, ce sont les ouvriers, les salariés d'une façon générale, ils n'auront plus de clients, donc ils fermeront boutique. Donc tout ça est parfaitement logique quand je dis, bon là, je demande à personne. Et logique, et j'allais dire concrète, logique. logique concrète, donc tu montres les concrétisations aujourd'hui, parce que souvent, Ben oui. l'histoire de la philosophie, souvent, il s'agit de réconcilier la logique et le concret. Voilà. Ben oui, bien entendu. Donc en fait, la dialectique matérialiste est inséparable d'une théorie matérialiste de la connaissance et de deux notions qui sont sœurs siamoises, qui naissent en même temps sur le terrain théorique, qui sont du côté de la théorie de la connaissance, la notion de reflet, c'est-à-dire que la reproduction du réel par la voie de la pensée n'est pas la reproduction du réel tout court. C'est là que Marx s'oppose à Hegel, qui s'imagine que la dialectique de la pensée peut produire l'être, en quelque sorte, produire la réalité, que la réalité se met à danser lorsque le concept se met en scène, en quelque sorte. Lorsque le concept entre en scène, la réalité se met à danser, dit Hegel. Non, le concept tout seul ne fait rien à l'être, en quelque sorte. C'est la phrase de Lénine qui dit qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre et pour agir. Il faut aussi que cette raison s'incarne. S'incarne dans quoi? Dans des organisations, s'incarne dans des actions, s'incarne dans une stratégie, et ainsi de suite. Sinon, tout ça reste du socialisme utopique, comme avant Marx. Bon. Et donc, la deuxième notion, qui est la notion de l'antagonisme. Et ces deux notions marchent ensemble. Comme il y a de l'antagonisme et qu'on voit bien que donc l'intellection n'est pas une idéalisation, du coup, il y a place pour une notion de reflet, pour une dialectique du reflet, une dialectique active, qui n'est pas elle-même mécaniste, qui est elle-même dynamique, etc. Et d'un autre côté, puisqu'il y a du reflet, et que la pensée ne suffit pas à éponger, en quelque sorte, les contradictions de la réalité, du même coup, on voit d'un seul coup ce que vous ne pouvez pas voir Hegel, c'est-à-dire l'antagonisme. C'est simple à comprendre pour un étudiant de philo. Je me mets à la place d'un étudiant de philo. Bon, il va étudier par exemple la dialectique du maître et de l'esclave. Alors, ou du maître et du valet, comme on dit aujourd'hui, puisque c'est le mot Knecht. Bon, eh bien, peu importe. À un moment, effectivement, l'esclave ou le valet devient maître du maître, parce que l'esclave se rend compte que par l'effectivité de son travail, c'est lui qui est le maître de la matière, alors que le maître, lui, ne sait pas manier la matière, donc c'est l'esclave qui est maître de la matière. Bon, et alors? Ça ne lui fait pas une belle jambe à l'esclave de savoir ça? Qu'est-ce que ça change pour lui? Si le maître est toujours pour le reste, maître des moyens de production, et que donc l'esclave peut toujours se dire, ah oui, c'est moi qui ai fait tout ça, c'est moi qui ai construit Thèbes aux 7 portes, comme aurait dit Bertolt Brecht. Peut-être, mais n'empêche que Thèbes aux 7 portes appartient bien au pharaon, et non pas aux maçons, en quelque sorte. Donc c'est là qu'effectivement, on peut comprendre que la dialectique hegelienne verse du côté de l'idéalisation et d'une confusion entre intellection, le concept de chien n'aboie pas, et idéalisation qui éponge les contradictions par une espèce de synthèse finalement artificielle. Donc on a bel et bien cette distinction. Et donc la théorie du reflet est profondément dialectique. Comme inversement, on a besoin de la théorie du reflet pour penser matérialistiquement la dialectique et pour sortir de la dialectique hegelienne, aller vers une dialectique matérialiste. Tout ça est logique. Et c'est pour ça qu'on voit que la pensée marxiste forme un bloc. Pour ceux qui veulent la couper en petits morceaux, prendre juste le petit morceau qui les intéresse et fuir celui qui les dérange dans le domaine qui est le leur, en quelque sorte, c'est pas possible. C'est pas possible. D'une façon ou d'une autre, cette logique elle-même, elle est objective. Elle dépend de l'emboîtement des concepts, exactement comme dans une théorie mathématique, où on ne peut pas dire, tiens, ce théorème me plaît bien, mais celui d'à côté, je le ficherai bien à la poubelle. Non. Dites-moi quels axiomes vous avez mis au début de la théorie, je vous dirai quand même ce qui va en sortir pour finir, quoi, quelque part. Et puis, comme tu disais, je crois que la théorie du reflet, c'est formulé tel quel chez Lénine, mais on en trouve évidemment une autre formulation chez Marx. Enfin, même si c'est peut-être pas le terme qu'il emploie, mais c'est présent. Marx, il emploie surtout dans l'introduction de 1857, qui est son grand texte méthodologique, si l'on peut dire, il emploie le mot reproduction. Reproduction du réel par la voie de la pensée. C'est une reproduction. Oui. Et donc, je trouve que le terme est peut-être
il est plus intéressant. Il m'intéresse plus que le terme reflet, parce que dans reproduction, il y a production. Et donc, ça indique bien que le reflet est une production, mais une production dans l'ordre de la pensée. Une production de concepts permettant de saisir le réel dans son mouvement, dans sa singularité, ce qui est l'objet même de la dialectique. Autrement dit, sans exclure la singularité et sans exclure le temps, le devenir, le mouvement, la logique spéciale de l'objet spécial, dit Marx, ou l'analyse concrète de la situation concrète, dit Lénine, quelque part. Bon, il y a une logique d'airain derrière tout cela. Mais je ne dis pas pour autant que la dialectique marxiste, après on va me dire, oui, mais alors sur ce point, sur ce point, sur ce point. Et c'est comme dans tout domaine théorique, ça demande une élaboration, ça demande un travail, ça demande qu'on retrousse les manches, ça demande qu'on s'y mette, ça demande qu'on réalise le programme que Lénine a fixé quand il lisait la dialectique hegélienne, la logique de Hegel, et qu'il disait que bon, voilà, il fallait éplucher, disait-il. Althusser a écrit des choses intéressantes là-dessus. Il fallait éplucher en quelque sorte la logique hegélienne. Et donc, le renversement de la dialectique hegélienne en dialectique matérialiste, en dialectique marxiste, si l'on peut dire, n'est pas donné par le simple fait qu'on a dit, ça y est, je renverse. Je dis encore une fois, c'est pas comme un sablier, parce que selon la façon dont vous commencez, tous les théoriciens le savent, l'ordre des concepts, l'ordre des notions définit aussi le contenu. Dites-moi dans quel ordre vous abordez les choses, je vous dirai quel contenu vous mettrez. Donc, si on change complètement l'ordre des choses, si on ne met pas l'esprit au début et la matière après, on va aussi changer les contenus théoriques. Donc, c'est un travail, donc c'est une élaboration. Et évidemment, tout ça devrait être mené collectivement. J'en appelle à ça, j'en appelle à ce travail collectif. Et non pas au fait qu'à la première difficulté, on capitule devant l'adversaire, on dit ouais, la dialectique ne vaut rien, le reflet c'est mécaniste, et ainsi de suite. Ou la dialectique, la dictature du prolétariat, ça fait peur. Beaux marxistes que ceux qui calent à la première difficulté et qui vont tout de suite se réfugier sous. C'est ce qu'avait fait Althusser, parce que là, tu parles disons, de sa méfiance vis-à-vis de la dialectique hegélienne, et comme tu viens de le montrer, effectivement, il y avait des raisons de rester méfiant, mais ça aboutit chez lui au matérialisme aléatoire et au rejet complet de la dialectique. Enfin, oui. Ben, Althusser, bon, il a une trajectoire respectable par certains aspects. Je ne parle pas des aspects biographiques de sa vie qui étaient bien tristes. Mais bon, pour moi, c'est un matérialiste important. C'est-à-dire que, bon, par exemple, Pour Marx, le premier grand texte de lui que j'ai lu, on voit bien son souci de lire la dialectique de façon matérialiste. Et donc, son rapport complexe à Hegel. Il y a une espèce de, comment dire, de yo-yo chez Althusser par rapport à Hegel. On voit bien que bon, il comprend qu'il ne faut pas que la dialectique marxiste soit un calque de la dialectique hegélienne, fût un calque inversé. Ça, c'est bien, c'est très fort, etc. Et on ne doit pas retomber au-dessous d'Althusser. Il faut être post-althusserien, et non pas pré-althusserien, quelque part. Maintenant, d'un autre côté, effectivement, il ne s'en sort pas véritablement, à mon avis, et à plusieurs reprises, effectivement, parce qu'il est aspiré par le structuralisme, c'est-à-dire par une logique pré-dialectique, mécaniste, qui a ses mérites. Hein. Je ne dis pas, moi, je ne considère pas Lévi-Strauss comme un zéro théorique, c'est très intéressant. Hein. Mais bon, voilà, il est aspiré par ce courant-là, comme à son époque, c'est souvent le cas, comme à son époque, le marxisme était hegelianisé dans un sens plutôt idéaliste, plutôt subjectiviste, du côté, par exemple, de Garaudy, hein, à cette époque-là, ou du côté d'un certain nombre de néo-marxistes, c'est après le congrès, le 20e congrès du PCUS, que donc ces courants idéalistes se sont développés dans le marxisme et ont pris chez Hegel surtout le jeune Hegel, la phénoménologie. Ou le jeune Marx même. Hein, ou même le jeune Marx, voilà, c'est ça. Donc en tirant du côté du subjectivisme et d'une conception pré-matérialiste de la praxis. Et donc, moi, je suis aussi d'avis que la philosophie marxiste est une philosophie de la praxis, mais à condition que cette praxis elle-même soit pensée de façon matérialiste, et non pas que le matérialisme soit absorbé dans une approche idéaliste de la praxis. Toute la question est celle du primat.
où est le poste de commandement là-dedans, comme dit Mao Tse-tung, justement. Oui, c'est pas du tout commutatif, justement. Pour ça, il faut même des C'est mathématiques pas commutatif, commutatives absolument. pour penser Je crois ça. que Oui, c'est le bon terme. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de commutativité. justement, contrairement à ce que la vision caricaturale qu'on donne du reflet, comme un espèce de pur décalque, Abbild, alors que justement, c'est comme tu dis, c'est plutôt une reproduction. Déjà, Widerspiegelung, je crois que il y a un mécanisme, mais comme tu dis, même chez Marc, peut-être faudrait-il parler de reproduction, parce que justement, c'est pas commutatif, et ça change tout. Alors, par rapport à une espèce de pur monisme hegelien qui ne tient pas en compte le fait que le concept de chien n'aboie pas. Enfin, Mais oui, bien sûr. Et donc, effectivement, à résumé. partir de là, il faut aussi, c'est pour ça que il y a une logique, dialectique matérialiste à travailler. Tu parlais tout à l'heure de Staline, par exemple. Et donc, sans doute, avais-tu en tête le fameux opuscule matérialisme dialectique et matérialisme historique, qui a ses vertus, qui a ses mérites, qui a permis effectivement à des millions de prolétaires de par le monde d'accéder aux clés que donne la philosophie marxiste pour agir sur l'histoire, pour comprendre et agir. Bon, donc il y a ses mérites, mais effectivement, il y a aussi deux démérites à mes yeux. Le premier, c'est celui que tu as signalé tout à l'heure, c'est-à-dire que la négation de la négation est expurgée, ou pas totalement d'ailleurs, mais enfin bon, en tout cas, en gros, n'apparaît plus comme une catégorie centrale, et aussi ce côté un peu empiriste, qui est celui de cette dialectique de l'époque, en quelque sorte. On fait comme si on découvrait que, bon, voilà, alors il y a de la contradiction, il y a des sauts qualitatifs, il y a une interconnexion générale. Mais bon, on perd le fil rouge de la logique hegelienne là-dedans. Ce qui était intéressant à la logique hegelienne, c'est justement que c'était une logique. Ce n'était pas qu'elle était hegelienne, c'est que c'était une logique. Ce n'était pas que c'était une logique idéaliste, c'était que c'était une logique. Bon, il faut garder dans notre décortiquage de la logique hegelienne la trame de cette idée qu'il faut que ce soit une logique, tout simplement, parce que si nous voulons, au total, à travers tout cela, comprendre le monde, comprendre la nature, comprendre l'histoire, comprendre le réel et agir sur lui, devenir actif, et le but final étant d'être des sujets libres, des sujets collectivement libres. Bon, eh bien, si nous voulons tout cela, il faut bien se dire que la matière elle-même, la nature, si c'est une nature, elle a sa cohérence. Je prends un simple exemple. On parle, par exemple, dans la cosmologie moderne, on cherche, par exemple, la trace de la matière noire, la matière sombre. Voilà. Bon, alors, il faut bien que si la matière sombre existe d'une manière ou d'une autre, si faiblement que ce soit, elle interagisse avec la matière ordinaire. Sinon, c'est comme postuler l'existence de fantômes, de spectres, quelque part. Et la matière sombre, justement, n'est pas, si elle existe, n'est pas un spectre. Quelque part, il faut trouver le point de contact avec la nature. Autrement dit, il faut bien qu'elle parle en partie, au moins, le langage pour faire une image, de la matière ordinaire. Sinon, ça ne serait pas dans le même univers. Sinon, ça n'aurait pas de sens, même d'en parler tout bonnement. Et on croirait à des choses tout à fait métaphysiques, surnaturelles, paranormales, etc. Que sais-je encore. Bon, donc, à partir de là, il faut bien que les catégories qui permettent de penser la matière aient entre elles une cohérence. Autrement dit, forment une logique. Et il faut bien qu'il y ait une dialectique matérialiste. Je ne dis pas qu'elle est facile à... Mais enfin, par exemple, si on prend les catégories fondamentales qu'on a l'habitude de présenter comme le mot n'est pas toujours extraordinairement bon, il vient d'Engels, mais il n'est pas toujours très bon, parce que ça fait un peu positiviste ou scientiste, les lois de la dialectique, quand on dit les lois de la dialectique. Oui, ça va beaucoup argumenter en disant que le mot loi n'avait pas le même sens au 19e siècle. Bon, c'est comme ça qu'il le présentait. Oui, bon, moi je l'emploie aussi. Bon, le tout, c'est de savoir ce qu'on met derrière. Hein, c'est toujours Oui, voilà, pareil. c'est ça. Les définitions, elles sont fluctuantes. Il faut ici simplement s'entendre sur elles. Mais si on part de l'idée que la matière existe par soi, autrement dit que dans la relation entre l'esprit et la matière, le pôle absolu, c'est la matière. En clair, que la matière existerait quand bien même l'esprit n'existerait plus. Imaginons que tous les hommes disparaissent à l'issue d'une guerre nucléaire. Est-ce qu'on peut penser raisonnablement que les étoiles vont s'éteindre? Évidemment non. Bon, donc le matérialisme ici part de cette idée que la matière est le pôle absolu, l'esprit étant relatif. En clair, l'esprit n'existe que relativement à la matière, tandis que la matière
Elle existe par elle-même et non pas relativement à l'esprit. Elle n'est pas, donc, du coup, la création d'un esprit divin, fiat lux, que la lumière soit, etc. Bien, ça s'appelle l'acéité de la matière. A-S-E-I-T-E. A, c'est en latin par soi. Ça existe par soi. À partir de là, il est nécessaire de fixer que la matière se meut par elle-même, que son mouvement ne lui vient pas de l'extérieur, qu'elle est et qu'elle se meut, qu'elle existe par soi. Il faut donc bien lui trouver un moteur interne et non pas externe. C'est ce que proposent les marxistes en introduisant la notion de contradiction comme étant en quelque sorte le moteur, hein, de son développement. Il faut bel et bien aussi qu'elle interagisse d'une façon très large, que tous ces éléments soient à la fois rapportés les uns aux autres, puisque bon, la chimie fonctionne bien dans le cadre du monde physique, le monde biologique fonctionne bien dans le cadre des lois chimiques, et ainsi de suite. Tout ça, d'une façon ou d'une autre, interagit. Mais en même temps, il faut bien aussi que ça ne se fasse pas de façon complètement plate, puisqu'on voit bien que les modes de fonctionnement des objets, par exemple, sociaux, ne sont pas les mêmes que les modes de fonctionnement des objets chimiques ou des Oui, objets on a vu physiques. comment Aristote plaquait la biologie sur la physique, enfin, avec son Exactement, il finalisme. faut éviter ce réductionnisme-là. Ni mécanisme, ni finalisme, ni tout ce qu'on... Bon, et donc, il faut bien, à ce moment-là, nécessairement, et Leibniz l'avait compris, quand il disait « la nature ne fait pas de saut », il faut bien qu'il y ait une continuité dans la réalité. Mais cette continuité ne peut pas être plate, il faut bien qu'elle soit scandée, il faut bien qu'elle soit ponctuée. Sinon, on retomberait dans l'idée que tout fonctionne de manière mécanique, ou tout fonctionne de façon finaliste, ou tout fonctionne de façon je ne sais trop comment. Bref, il faut qu'il y ait des sauts qualitatifs. Et donc, ce que je viens de dire, à la louche, à l'appel, et bon, sans raffiner, dessine bien une logique matérialiste, où l'on voit bien, notamment par exemple, que la notion de devenir joue le rôle de fil directeur. Moi, je résume un peu les choses, c'est pédagogique, si vous voulez. C'est pas, si on veut, c'est par la formule de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Elle a ses vertus. Bon, elle est évidemment, comme toute formule, trop étroite. Toute formule qui veut tout dire est nécessairement condamnée à la contradiction. Il faudra la dépasser d'une façon ou d'une autre. Mais c'est une bonne approximation, me semble-t-il, pour entrer dans le matérialisme dialectique. La matière se maintient en changeant de forme. Et on passe d'une forme à une autre forme, etc. Mais c'est toujours la même matière. Et le produit des réactifs est égal. La somme des... Je suis fatigué. La somme des produits est égale à la somme des réactifs. Voilà, donc on passe d'un état de la matière au suivant selon une loi. Alors, appelons ça autrement que loi si on veut. On pourra dire une raison, une logique. En tout cas, ce n'est pas du chaos. Ce n'est pas purement du chaos, et même le chaos lui-même, s'il y en a, et on sait qu'il y en a, obéira à certaines lois. Si je te suis, en fait, ce que tu reproches à certains manuels très pédagogiques du marxisme-léninisme au XXe siècle, c'était on insistait beaucoup sur les lois, disons, comme aide à la réflexion, mais ça ne dédouane pas de la nécessité d'avoir la logique concrète de l'objet concret et de faire cette analyse. C'est ça que tu veux dire, si tu ne voudrais pas… Alors, je veux dire ça, d'abord, parce que sinon, effectivement, on a l'impression d'avoir une espèce de catalogue, de décalogue, ou de pentalogue des lois dialectiques, en quelque sorte. Et puis, bon, en gros, on a une sorte de clé universelle là, qui ouvre tout. Bon, bien entendu, logique spéciale de l'objet spécial, et bon, il faut toujours relativiser les méthodes elles-mêmes. C'est la dialectique qui nous l'indique. Puisque la forme, si l'on veut, dans la mesure où l'esprit est second et la matière est première, on peut dire aussi que les formes, et les formes logiques en particulier, sont secondes et le contenu matériel premier. Et si on a affaire à des contenus matériels foncièrement différents, on aura donc affaire à des logiques différentes. Dans le cadre d'une logique plus générale, où ces logiques spéciales s'articulent les unes les autres, mais du même coup, comme on l'avait vu à propos de Claude Bernard, par exemple, la fois précédente, on ne va pas utiliser la même méthodologie pour comprendre le fonctionnement des tissus corporels que pour comprendre, bon, ben voilà, par exemple, le fonctionnement des particules ou le fonctionnement des molécules ou je ne sais trop quoi. Donc, logique spéciale de logique. Alors, ça, c'est le premier aspect. Mais il y en a un deuxième par rapport à ce que je disais au sujet de Staline, qu'il faut bien comprendre, et sans faire de l'anti-stalinisme primaire, puisque je dis tout à l'heure que ça avait ses vertus aussi,
ce catalogue, entre guillemets, de Saline, c'est justement que je trouve que ce n'est pas assez logique, en quelque sorte, que c'est trop empiriste, c'est trop du « il y a ceci, il y a cela », comme si on était dans une démarche positiviste. Bon, alors on est sorti de la philosophie hegélienne. Dans la philosophie hegélienne, tout s'empile, tout s'emboîte logiquement. Bien, mais c'est idéaliste. Alors, on veut plus qu'il y ait ça. Donc, on a peur, en quelque sorte, que cette logique donne lieu à de l'idéalisme, à de la spéculation, et ainsi de suite. On a peur de la logique. Mais non, il n'y a rien à craindre dans la logique, au contraire. Et il n'y a pas plus qu'il n'y a quoi que ce soit à craindre des mathématiques. Il y a des gens, bon, dans l'Antiquité, par exemple, certains matérialistes pouvaient se méfier des mathématiques, justement de par leur aspect. D'après la légende, je crois que c'est Pythagore qui a organisé un suicide collectif à partir du moment où il avait découvert les nombres à virgule, ou je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Les irrationnels. Oui, 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 les irrationnels, pardon. voilà, oui, c'est ça. Oui, ben oui, racine de 2, quoi. À travers le théorème de Pythagore, on débouche sur Forcément, oui. l'incommensurabilité de la diagonale par rapport au côté du carré. Donc, bon. Mais même les matérialistes antiques, Épicure, ou, bon, comme ça, ou Lucrèce, pouvaient se dire que la vraie science, c'est la physique. Et bon, les mathématiciens, même le mot les mathématiciens avec un M majuscule, un mu majuscule, si l'on peut dire, n'était pas nécessairement bien vu. Ils étaient tout de suite attirés du côté du platonisme. Bon, la pensée, là, comme ça, qui s'organise toute seule, l'intelligible, qui se débrouille sans le sensible, c'est suspect. Ça nous éloigne du bon vieux contact avec la matière, du tact, si l'on peut dire. Bon, mais il n'y a rien à craindre. Le formalisme mathématique, finalement, est un allié du matérialisme, en réalité. On n'a pas à demander aux maths d'être plus concrètes, d'être plus empiriques, d'être peut-être d'un point de vue pédagogique, ça c'est une autre question, mais sur le plan théorique, sur le plan du contenu, c'est très bien qu'elles soient formelles et qu'elles le restent, parce que c'est ce qu'on leur demande. Ça permet effectivement de comprendre comment les parties de la théorie se tiennent les unes aux autres, en quelque sorte. Comment on peut passer de l'une à l'autre. C'est justement ce dont on a besoin si on veut comprendre la réalité. Donc, c'est pareil pour la logique. On n'a pas à avoir peur que les parties du matérialisme puissent, en quelque sorte, je vais faire exprès, employer un terme brutal, puissent se déduire les unes des autres. On n'a pas à craindre qu'elles se déduisent les unes des autres. Et on n'a pas simplement à se dire, bon, on va les trouver dans la nature comme si on allait cueillir des champignons, si l'on peut dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une relecture critique, mais logique, de la logique hegélienne. Et non pas simplement, bon, je prends ceci, je laisse cela. Comme tout à l'heure, j'employais le terme d'épluchage ou décortiquage, il ne fallait pas aller dans ce sens. Voilà. Donc, ce que je reproche un petit peu, façon de parler, reproche, bon, c'est idiot de dire un reproche, c'est ce que je trouve insuffisant dans cette présentation du matérialisme dialectique qu'on a pu avoir à une certaine époque, c'est qu'elle ne mettait pas suffisamment en valeur, ce que j'ai essayé de faire à la louche tout à l'heure, à toute vitesse, le fil directeur qui lie l'acéité de la matière, la contradiction, le saut qualitatif, l'interaction générale et la négation de la négation. Alors que tout ça forme bloc et nous donne accès à une ontologie qui, bien entendu, n'est pas une clé universelle, puisqu'ensuite j'ai précisé aussi que précisément, puisque la dialectique est donc, d'une façon générale, la logique est elle-même toujours la logique de quelque chose, comme Husserl dit, toute conscience est science de quelque chose, toute logique est logique de quelque chose, toute forme est forme de quelque chose, eh bien, du même coup, a besoin d'être spécifié. Ça ne donne pas des clés universelles. Sèvres dit très bien que la logique dialectique ne dit pas en général ce que sont les choses, mais ce qu'il faut faire en général pour spécifier l'étude de chaque chose. Mais justement, je te voyais, parce que on comprend bien que c'est vrai qu'il y a eu cet allongement de la liste des lois de la dialectique, mais je te voyais citer en bien ce manuel de Cheptoulin en Union soviétique sur les lois de la dialectique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, j'avoue que je ne l'ai pas, je l'ai pas à la maison, mais Oui. est-ce qu'il n'y a pas un peu cette même tendance? Enfin, de toute façon, on achoppe toujours devant un problème, en fait. Est-ce qu'il y a la meilleure manière? On sait que Marx aussi a lui-même achoppé sur le fait d'écrire une dialectique. Est-ce qu'on pourrait réécrire une sorte de science de la logique d'un point de vue marxiste, ou alors est-ce qu'il faut y renoncer? Bon, je ne sais pas. Vraiment, je ne saurais dire. Bon, le livre de Cheptoulin me paraissait convaincant. Il y en a eu un autre aussi qui a été
publié, traduit en français, qui est écrit par un certain Makovelsky. Bon, ils essaient en effet de montrer qu'il y a un réseau. Seyle emploie ce terme. Il n'emploie pas le terme de logique, mais il emploie un réseau des catégories. Et il montre qu'en outre, ces catégories doivent elles-mêmes être plastiques, puisqu'évidemment, si on veut, dans le domaine, effectivement, par exemple, de la physique des particules, des choses comme ça, on va par moment découvrir des fonctions logiques que les mathématiciens n'avaient pas approchées, dont les logiciens n'avaient même pas idée, quelque part. Donc, il faut que cette logique soit suffisamment ouverte. C'est pour ça que, d'une certaine façon, ce mot de logique, il a aussi ses limites. Le mot système a aussi ses limites, et ainsi de suite, puisqu'il faut que ce soit toujours suffisamment ouvert pour ne pas se refermer dans une sorte de coquille qui se fermerait au développement des sciences. Mais je ne pense pas qu'à notre époque, ce soit le danger principal. À notre époque, le danger principal, c'est que soit on s'enferme dans la logique du néopositivisme, c'est-à-dire dans des formalismes qui sont précisément faits, conçus pour nous écorter du matérialisme, soit on se dise, bon voilà, au petit bonheur la chance, et puis on va trouver ce qu'on trouvera, quoi. Et à ce moment-là, on retombe sur des positions empiristes, sur des positions qui ne nous permettent pas, en tout cas, d'assumer une des fonctions de la philosophie, qui n'est pas simplement de comprendre le monde, mais qui est aussi d'agir au niveau de l'idéologie générale pour proposer une conception du monde rationnelle. Sinon, chacun est dans son coin avec son petit bout, son carré, son précaré, je dirais même. Et donc, on laisse à la bourgeoisie, finalement, on laisse à la réaction le soin de cohérer tout ça, de fédérer tout ça. Voilà, c'est ça. On laisse aux autres la cohérence. Oui, de toute façon, elle s'impose. Ceux qui croient qu'ils n'ont pas de cohérence, ceux qui croient qu'ils n'ont pas de logique, ceux qui croient qu'ils n'ont pas de dialectique, ils en ont une. Ce n'est pas parce qu'on la refoule qu'elle n'existe pas, là. Pareil pour l'ontologie, oui, c'est ça. Ce n'est pas un hasard, je le dis au passage, parce que ça me paraît amusant, que bien souvent, les gens qui rejettent la dialectique, et la dialectique matérialiste, sont aussi ceux qui rejettent la psychanalyse, quelque part. Parce qu'il y a du refoulé. Je ne suis pas un admirateur inconditionnel de Freud, loin s'en faut, ou de Lacan, mais bon, là encore, il faut être post-freudien, et non pas pré-freudien, et post-lacanien, et non pas sommairement anti-lacanien. Il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on refoule quelque chose que ça cesse d'exister. Et il faut être matérialiste dans le domaine de la pensée, au point de comprendre que les pensées que l'on rejette et que l'on refoule n'en continuent pas moins d'exister dans un ailleurs que l'on ne maîtrise plus, du coup. Exactement. Oui. Et là, on ne porte pas un jugement général sur toute la psychanalyse, parce qu'il nous force aussi, les positivistes nous forcent à accepter tout d'un bloc, y compris de donner une sorte de garantie thérapeutique ou quoi que ce soit. Sans comprendre ce qui a pu être révolutionnaire dans l'approche gnoséologique. Je sais pas, le fait de considérer l'homme comme un être de parole, c'est révolutionnaire. Ça, c'est aussi une révolution copernicienne. Et pas simplement comme un bout de viande. Et l'inconscient structuré comme un langage, bien sûr, tu as montré aussi les limites du structuralisme, mais ça aussi, c'est un progrès indéniable. Quel que soit les forfanteries de Lacan, et, enfin, on peut, là, de ce point de vue-là, bien entendu, mais de tout théoricien, finalement, on va trouver des bizarreries chez les plus grands théoriciens. Même chez Engels ou chez Marx, on va trouver des passages qui peuvent paraître bizarroïdes, voilà, sous des gens de leur époque. Et comme nous, on est peut-être en train de dire sur tel ou tel point, ou moi, bon, bien sûr qu'on n'échappe pas à ça. Une réfutation d'un auteur se fait par ses meilleurs aspects. Je crois que c'est Gramsci qui disait ça. Oui, ça. voilà, il faut parler. Il faut aller chercher les auteurs sur des bricoles. Il ne faut pas aller chercher Hegel sur telle erreur qu'il a pu faire. Hegel, il a eu le courage, et il faut qu'on l'ait, d'essayer de penser la totalité. Bon, et bien sûr qu'en pensant la totalité, il s'est exposé au fait qu'il n'était pas spécialiste de ceci et pas spécialiste de cela, et qu'il a pu se prendre les pieds dans le tapis, si l'on peut dire. Bon, est-ce que c'est pour ça qu'il faut renoncer à cette ambition, ou est-ce que ce n'est pas au contraire pour ça qu'il faut s'y mettre à beaucoup, à plusieurs, collectivement et dans un esprit solidaire et fraternel, pour affronter la totalité, non pas baisser les bras, non pas capituler. Au fond, la question fondamentale de tout ça, je vais le dire en un seul mot, c'est la question du courage. C'est la question du courage intellectuel. Bon, et il faut avoir le courage aussi, par moment,
peut-être de se planter. Moi, dans mon bouquin, je le dis au début, il peut y avoir des erreurs dans ce que je raconte. Je ne suis pas spécialiste de toutes les choses dont je parle, mais on ne va pas laisser éternellement la philosophie générale à l'ennemi. Il faut aller la chercher là où elle est, avec les dents, et avec le risque de s'en casser quelques-unes. Je crois que peut-être pour que tout le monde comprenne, on a eu tendance à présenter une sorte de marxisme en pièces détachées. Il y a à boire, à manger, vous pouvez prendre ceci, au point de vue anthropologique, ça vous intéresse, sinon. Oui, 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 c'est ça. Et Et- puis attends, même en pire que ça, en pièces détachées et avec, comment dirais-je, la fuite de chacun devant le domaine qui était le sien. Ce que je Ah veux oui, dire c'est par là, paradoxal là, en c'est termes de refoulé, ouais. c'est facile de dire Marx. Si je suis économiste, de dire moi j'admire Marx. Hein, en politique et dans le domaine de la philo, alors c'est vraiment un grand philosophe. Par contre, en économie, c'est une bille. Comme ça, on est pépère, on est tranquille et on ne va pas affronter ses pairs sur le terrain de l'économie ou de le dire dans tel autre domaine, que ce soit en physique, etc. En Enfin, physique, on est contre la dialectique de la nature, voilà. Mais par contre, on est ah ben non, ben bon, on a le droit d'être contre la dialectique de la nature, bien évidemment, mais tout contre, comme disait Mm, Sacha Guitry quand il disait «Je suis contre les femmes, tout contre». mm. Ça indique bien que ça doit être un rapport vivant, un rapport même de dépassement de la dialectique de la nature, pourquoi pas, mais pas de mépris, pas de rejet, parce que quand on méprise et quand on rejette, c'est qu'on n'est pas clair avec soi-même. Tout à fait. Bah, écoute, on va terminer sur cet appel à la fois à la cohérence et au courage, si ce n'est d'ailleurs la même chose, hein, peut-être, je pense. Ben, En philosophie, c'est peut-être, peut-être la même chose. Voilà. peut-être. C'est la phrase Et de Jaurès, hein, le courage de chercher la vérité et de la dire. Et peut-être aussi de se tromper, le courage de tenter, bon, y compris les faux pas. Bon, c'est mieux d'essayer, qui sache ce que c'est la figure, que de rester planté dans des conceptions positivistes bien carrées, là, qui mettent en péril rien de nos conceptions du monde ordinaire. ouais, et puis, il y a la sagesse des nations qui te dit toujours on ne trouvera jamais des penseurs du calibre de Leibniz qui étaient à la fois très forts sur le plan scientifique et philosophique, mais en même temps, tout ce travail peut se faire collectivement aussi. Donc, Voilà, c'est ça. Bon, il faut travailler d'une autre façon. Moi, je dis dans mon livre Lumière commune que le mot le plus important, c'est l'adjectif commune. Il faut mettre en commun. Et donc, ça implique la critique, mais la critique fraternelle pour arriver à des résultats communs. Et non pas pour se tirer dans les pattes les uns aux autres. Ça, je le dis entre marxistes parce que c'est une grande spécialité, et notamment une grande spécialité française. certainement, oui. Parfait, bah, écoute, on va s'arrêter là et on vous donne rendez-vous pour chapitre 4 de Lumière commune, Thomas. Voilà. Merci à toi, Merci à Georges. toi, À la Émeric. prochaine. À la prochaine.